Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième test politique commenté, c'est donc celui de Mon Vote 2027. Alors, j'avais sorti le premier sur la plateforme Politiscale, le test était sur la plateforme Politiscale il y a quelques temps, et j'avais dit que le deuxième enchaînerait assez vite. Et finalement, j'ai été débordé par les événements, que ce soit perso, pro, associatif ou politique, d'autres événements, d'autres actions, etc. Donc j'ai pas pu enchaîner et finalement c'est peut-être une bonne chose parce que j'ai eu le temps d'avoir un peu de retour sur cette vidéo, un peu de recul pardon, et j'ai eu des retours sur cette vidéo qui m'ont permis de réfléchir à un certain nombre de sujets, à la fois sur le fond, ça c'est cool, mais aussi sur la forme et cetera. Donc je pense que cette deuxième partie sera plus intéressante et finalement on va pouvoir avoir peut-être des progressions aussi sur la façon dont je peux répondre, à la fois, techniquement parce que on m'a fait remarquer que, en fait je répondais quelque chose et que je cliquais sur la mauvaise réponse. Ça c'est parce qu'elles sont, elles étaient bizarrement posées parfois certaines questions du Politiscale pour être honnête, heu, pour moi en tout cas. Mais aussi sur ma façon de répondre, comment je présentais mes détails et cetera, parce que je découvre des questions, je découvre des réflexions, certaines que je me suis jamais posées, et je brode autour de ma enfin je brode non, je construis pardon, parce que je brode ça voudrait dire que je baratine, autour de ma réflexion générale politique, de ma réflexion sociétale générale et de manière générale, ma façon de voir le monde, la vie, l'humain. Donc en faisant cette construction, il faut aussi que ça soit intéressant pour vous et que, si je construise, j'arrive à le rendre tangible et on va dire qu'il y a un suivi correct jusqu'au bout de la réponse. Donc c'est à ce à quoi je vais m'atteler. Aujourd'hui, du coup, on sera sur la plateforme, sur la plateforme Mon Vote 2027. C'est le deuxième test qu'on fait, ce sera donc les 2 seuls, parce que c'est les 2 seuls que je connais qui me paraissent pertinents. On n'est pas sur la même chose entre Politiscale et Mon Vote 2027. Politiscale, c'est vraiment un positionnement politique. Mon Vote 2027, c'est à qui est-ce que je pourrais attribuer mon vote en fonction, des réponses que je vais donner par rapport aux propositions qu'on va me présenter. Les propositions qu'on va me présenter, de ce que j'ai compris, ça va être des propositions généralistes, ça va être des mesures ou ça va être des questions assez structurantes sur une vision de société et ensuite chaque candidat, se positionne par rapport à cette question. Voilà, la 1re par exemple, vous voyez, c'est la semaine de 4 jours doit être généralisée. Bon, bah, chaque candidat a un avis et selon comment moi je réponds, ça va me donner un point chez un candidat et un point chez un autre candidat et ainsi de suite jusqu'à avoir en gros une vision des candidats. Moi, je ne le fais pas du tout dans l'optique de trouver un candidat. D'ailleurs, je ne vais pas vous montrer le résultat du candidat en tant que tel. Pourquoi? Non pas parce que j'ai peur que vous tombiez par exemple sur, Mélenchon 1er, Artaud 2e, je sais pas moi, je sais pas, j'allais dire Roussel 3e. Ça me paraît bizarre comme, résultat de toute manière pour moi-même, hein. Mais en gros ça, parce que voilà, si ça correspond après d'un point de vue programmatique, oui, ça peut correspondre d'un point de vue programmatique. Mais en fait, ce serait essentialiser le vote au programme, ce pourquoi je suis complètement et ultimement pour d'ailleurs, et je suis contre la représentation d'une personne providentielle, hein, de toute manière, dans n'importe quel scrutin que ce soit. Cependant, la démocratie est faite telle qu'elle est faite, et malheureusement aujourd'hui, le vote, c'est aussi un outil d'expression de la direction plus générale qu'on veut pour notre société, y compris une société antifasciste. Et si on veut plus une société antifasciste qu'un autre type de société, on va peut-être plus faire un vote, ce qu'on appelle un vote barrage ou un vote utile, qui correspond pas non plus à 100% avec notre projet politique, notre façon de voir la politique. Donc j'ai pas envie que ça se soit analysé comme finalement le vote que j'aurais juste parce que programmatiquement c'est peut-être celui qui match le plus, premièrement. Deuxièmement, parce que, je ne sais pas en fait comment ce site fait des calculs. Alors, ce site m'a l'air sérieux, Politiscales aussi, mais lui m'a l'air un peu plus sérieux. Il y a une promesse, là, vous le voyez ici, 100 indépendant, 0 pub, 0 données. Ils ont, toute la méthodologie qu'on peut consulter sur leur site pour savoir comment ils font. C'est très sérieux, hein, je vais vous montrer ça. Il y a des calculs, il y a des quotients scientifiques, des quotients scientifiques, des quotients mathématiques, pardon. Quotients scientifiques, ça veut rien dire. Le financement est purement, par des dons. Enfin, donc voilà, ça a l'air quand même très clair, hein, mais on sait jamais, on ne sait pas par qui ça a été fait concrètement. En tout cas, si on le sait, on ne sait pas si cette personne peut quand même, ou ces personnes ou ce groupe peuvent quand même avoir des incohérences avec certains candidats. La façon dont les questions sont posées peuvent aussi de toute manière démontrer une idée générale de comment pensent là où les personnes qui ont fait ce site-là. Donc, les acquaintances peuvent ne pas forcément être bonnes. Et la troisième chose, c'est aussi parce que j'ai pas envie qu'on commence à cibler ma personne sur un parti politique ou un électorat, un électorat, une candidature plutôt, ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que oui, moi, personnellement, j'ai
des proximités politiques, bien sûr, avec des idéologies de mouvements, de partis et de groupes, d'unions, d'alliances à l'échelle nationale. L'échelle nationale, c'est pour moi les législatives et les élections présidentielles. Après, il y a l'échelle des collectivités, c'est régional, départemental, communauté de communes, et puis il y a l'échelle européenne avec les élections européennes. Vous m'arrêterez si j'en manque, mais je crois que j'ai toutes les élections là dans la besace. Moi, je vous ai dit, je reste à l'échelle des collectivités. Je vous ai même dit plus précisément, je reste à l'échelle municipale et communautaire. Vous ne me verrez jamais en dehors d'un de ces deux autres scrutins en tant que candidat. Donc, par conséquent, je n'ai pas envie de m'associer à du national. Et si je fais ce choix, c'est non pas parce que je répudie le national comme étant concret, hein, comme étant intéressant, pardon. Les actions que mènent les partis sont intéressantes, sont nécessaires. J'ai aucun souci spécifiquement contre l'idée d'un parti. Par contre, à une échelle des collectivités, je ne comprends pas l'intérêt parce que la collectivité se base, c'est dans le nom, sur le collectif, sur l'ensemble des habitants et des citoyens qui composent cette dénomination collective, sur des tâches précises, sur des compétences précises qui impactent le quotidien de ces personnes-là. Et c'est des gens qui se connaissent. Alors bien sûr, à l'échelle d'une région, on se connaît moins, à l'échelle d'un département, enfin même à l'échelle d'une région, on ne se connaît pas. À l'échelle d'un département, c'est très très compliqué. À l'échelle d'une communauté de communes, ça commence à aller, mais quand même. Et à l'échelle d'une commune, on se connaît, mais selon les communes, parfois on se connaît pas, hein. Quand tu votes à Paris, tu connais pas, hein. Tu connais pas tous tes voisins. Donc bien sûr, c'est théorique, mais ça reste en pratique pas infaisable de se connaître et au moins de connaître la globalité, les tendances, les personnes qui habitent, les quartiers, et cetera, et cetera. Moi, je veux pas sortir de ce cadre-là parce que c'est aussi les seules élections que je considère pertinentes. Je redite un peu ce que j'ai dit dans l'intro, mais je sais que les vidéos peuvent être vues indépendamment, c'est important de le préciser. C'est aussi pour ça que je vous montrerai pas le résultat final comparé au Politiscales. Donc à la question 100, je m'arrêterai, je choisirai ma réponse, puis on s'arrêtera là. Et ensuite, je terminerai de mon côté, je verrai ce que ça m'indique, et puis on verra si je me marre un bon coup ou pas. Bon, si ça met Éric Zemmour, Marine Le Pen, je vous le montrerai, et puis vous pourrez me détester si vous voulez. Mais je vous invite à voir les questions avant pour savoir pourquoi on en est arrivé là, parce que même moi, ça me surprendrait. Bon, réalistiquement, c'est pas ce que ça va indiquer, évidemment. Donc voilà, on va pouvoir commencer. J'avais un truc à vous dire avant. Sur tout ça, c'était quoi? Ah oui, bah, c'était du coup l'intérêt et pourquoi je fais ça, en fait, finalement, bah, c'est pas pour vous montrer un résultat, c'est pour vous montrer c'est souvent un Vichy ça. C'est pour vous montrer, le processus des questions, mais aussi, bah, les réflexions que j'amène à ces questions pour qu'on puisse en débattre ensemble par la suite. Et que vous puissiez me dire: «Ah bah tiens, question temps, pas d'accord, question temps, d'accord, question temps, tu as pas parlé, mais moi je rajouterais ça». Et qu'on débatte ensemble et qu'on lance un débat par rapport à ça. C'est une piste de réflexion pour mieux comprendre ma pensée politique personnelle. Personnelle, politique, pas personnelle, privé, privé. Parce qu'il y a des choses qui s'appliquent au privé. C'est ce que je disais la dernière fois. Ah ouais, ah oui, c'est pas que de la grêle, c'est un éclair. Et pour le coup, il a dû taper vraiment pas loin parce que j'ai rarement entendu un éclair. Alors, pas fort parce que là, il était pas si proche, mais aussi net. Il a dû taper dans les environs. Bref, je m'égare complètement, mais dans le privé, il y a des choses qu'on peut penser qu'on ne doit pas appliquer à son action politique. Je vous disais la dernière fois, par exemple, que j'étais anti-religion dans le privé, mais absolument pas dans le politique, parce que dans le politique, ça équivalait à être anti-personne, anti des individus croyants. Et j'ai rien contre les individus croyants, j'ai un problème contre le système de religion. Or, en politique, on n'a rien qu'on peut faire contre les religions, ou alors sinon, on rentre dans un autoritarisme qui est inacceptable. C'est pour ça que ça, par exemple, ça fait partie de ma pensée politique privée, mais pas de ma pensée politique ou publique, je sais pas trop comment le dire. Ce qui ne m'empêche pas d'en parler, mais ce qui fait que c'est pas quelque chose que je vais mettre au devant, que je vais mettre dans mon programme ou quoi que ce soit. Voilà, donc ceci ayant été dit, on va pouvoir commencer. Je vais boire un coup d'eau parce que j'ai pas mal parlé. Ça fait déjà 8 minutes. Eh ouais, faut s'accrocher avec moi, hein. Bon, je pense que mes réponses seront moins longues que pour le Political Skills parce que là, on part vraiment sur des propositions et des mesures concrètes, donc ça doit être assez rapide de se positionner. Il faut harmoniser la fiscalité entre les pays de l'Union européenne pour éviter la concurrence fiscale entre les États. Non, je suis plutôt pas d'accord. Pourquoi? Parce que je considère que chaque État gère sa fiscalité comme il se doit. Chaque État trouve des ressources et des financements, des recettes et gère ensuite ses dépenses de fonctionnement, ses dépenses, d'investissement et cetera comme il l'entend. C'est pas Il y a pas une normalisation à avoir. Bien sûr, ça permet de créer des États qui vont être fiscalement beaucoup plus rigides et des États qui vont être fiscalement beaucoup plus souples, mais ça permet aussi une stabilité. C'est-à-dire que dans un État qui est rigide historiquement et qui va le rester, on sait que les entreprises qui vont s'y installer, que les personnes qui y vivent, va y avoir un modèle qui est assez, on va dire, ancré, qui fonctionne et qui va amener plus loin et qui va emmener une certaine vision de la société. Donc les gens font comme ça un choix. Et moi, je suis extrêmement pour le choix. C'est-à-dire que je suis
pour le choix de la ville, pour le choix, du département, de la région, pour le choix du pays. C'est-à-dire que je considère qu'il y a aussi un choix sur la façon auquel on est nous, sur notre vision politique, sur le pays auquel on veut vivre. Par exemple, je sais que personnellement, je ne suis pas en adéquation avec le modèle français sur ma façon de voir la société. Il y a d'autres pays qui me conviendraient bien mieux à l'étranger. Et si j'avais la possibilité d'aller emménager dans ces pays pour vivre un modèle qui me va bien mieux et que quelqu'un de ces pays pour qui le modèle ne va pas viendrait en France, je trouverais ça fantastique. Maintenant, ça marche pas comme ça et je suis aussi engagé pour améliorer les choses dans mon pays parce qu'il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup, c'est l'attachement que j'ai avec mon pays. Ça, c'est quelque chose d'affectif, d'émotionnel, qui n'est pas irrationnel parce que le patriotisme à tout bout de champ, mon pays, mon sauciflard, tout ça, je comprends pas, qui est plutôt rationnel et fondé sur un certain nombre d'aspects. C'est pour ça que je m'engage ici et que je vais pas ailleurs, au-delà de d'autres aspects. Mais moi, je suis pour le choix. Et le choix, ça permet aussi de créer des modèles. Ça permet de créer des modèles qui vont pas marcher, qui vont se casser la gueule et qui vont devoir recommencer, et des modèles qui marchent. Ça permet aussi une harmonisation naturelle. Et après, il y a aussi des modèles qu'on peut juger sociétalement comme mauvais, mais qui vont fonctionner dans le pays auquel ils sont et qui vont faire un partie de l'engrenage de la grande machine. Et si cet engrenage ne va pas, c'est pas en faisant sauter cet engrenage qu'on change quelque chose, c'est en faisant sauter la machine. Et là, c'est un débat plus compliqué et plus large de la société telle qu'on veut l'avoir. Et moi, je vous ai déjà exprimé ça dans le Politiscales, comment je vois la société. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. Je vais pas dire pas du tout d'accord, parce que là, ça cite l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est une question, est-ce que c'est un tout, est-ce que c'est divisible, est-ce que c'est divisé, est-ce que c'est à dissoudre, est-ce que c'est à renforcer. Mais de manière générale, je trouve que l'Union européenne a des, on va dire, des caractéristiques communes, y compris dans la logique de marché, qui font que c'est pas déconnant s'il y a une harmonisation qui se fait. Je ne voterai pas contre si, par exemple, on m'appelait au référendum sur une harmonisation fiscale entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple. Il faudrait que cette harmonisation fiscale me convienne en tant que citoyen français, avant tout, hein, bien sûr, mais pourquoi pas. Mais pas au-delà et pas pour toute l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je mets plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord. Voilà. Il faut mettre fin au droit du sol en France. Non, pas du tout d'accord. En fait, je considère que la nationalité, elle fait une civilité finalement, mais elle ne fait pas un choix d'appartenance, ni, culturel, ni, comment on appelle ça? Du patrimoine qu'on accumule ou qu'on reçoit, et en fait, c'est une civilité pure et dure et ensuite la structure qui s'axe autour de cette civilité fait quelque chose. Si quelqu'un est en France, il peut avoir la nationalité française parce que c'est vraiment. On parle du droit du sol, hein, je vais être très, très figuratif, mais il sort de la terre française, littéralement. Donc il n'y a pas de souci. Mais tout comme s'il y a d'autres pays qui disent ben, si vous adhérez avec notre vision sociale, vous pouvez avoir la nationalité, vous prenez une autre nationalité, vous avez un autre passeport. Ça n'existe pas à ma connaissance, c'est plus complexe que ça, évidemment. Mais pourquoi pas. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord. Et en plus, ça reviendra à se poser des questions de comment on obtient la nationalité et donc quel autre modèle que le droit du sol. Est-ce que c'est un droit du coup du sang, mais de quel sang, comment on juge le sang? Est-ce que c'est un droit de mariage par rapport aux parents qui seraient mariés en France? Est-ce que c'est un droit de, enfin du coup, est-ce que on reprend juste toute la génération française et après on attribue d'autres critères? Je trouve ça très aléatoire et moi je trouve que la nationalité c'est une fausse question parce que pour moi il y a une vraie différence entre la civilité, l'identité administrative, la nationalité administrative et la culture et qui on est. On peut très bien être de nationalité française et ne pas être français dans sa culture, être français dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut. Et là-dessus, vous voyez, je parle pas de quelqu'un nécessairement qui aurait une double nationalité, mais moi qui suis de nationalité française, je suis de culture française, j'aime la France, je veux rester en France, etc. Je vous en ai parlé juste avant. Mais il y a aussi un monde où potentiellement je pourrais être d'une culture ou d'un patrimoine que je reconnais plus ailleurs ou historiquement par ma famille qui vient plus d'ailleurs et j'aurais pas cette nationalité pour autant. Donc non, pour moi, il faut pas mettre fin au droit du sol en France parce que ça viendrait trop remettre en jeu la question de la nationalité quand pour moi, ça devrait pas être une question qui se pose, la nationalité. Et de manière générale, les frontières, c'est un concept à redéfinir. C'était une question du Politiscales. Pas forcément à revoir ou à abolir, je suis pas pour une abolition des frontières, mais à redéfinir, ça c'est sûr. Les autoroutes doivent être renationalisées. Oui, complètement, tout à fait d'accord. La compétence de l'État, c'est de prendre soin on va dire de son domaine public et les autoroutes sont sorties du domaine public il y a un bon bout de temps maintenant. Il me semble que c'est Villepin qui a privatisé les autoroutes. Le problème, c'est que les autoroutes, c'est structurant.
dans une société et c'est structurant à l'échelle d'un pays. On ne peut pas dire que la France est ce qu'elle est sans ses autoroutes, tout comme on ne pourrait pas dire que la France est ce qu'elle est sans ses lignes de chemin de fer. Et on ne peut pas laisser quelque chose de structurant en dehors du national. Tout ce qui est structurant, le nucléaire, les autoroutes, le chemin de fer, l'aéronautique, les droits les pouvoirs régaliens, tout ça, ça doit être national quand c'est structurant pour un État. Tout ce qui est à côté peut être privatisé. Il peut y avoir de la concurrence privée à côté qui essaye de s'hisser à la hauteur. Mais comme je vous l'ai déjà présenté, normalement, l'État doit faire tout ce qu'elle peut pour que jamais le privé soit à la hauteur ou dépasse le national, parce que le privé a des intérêts bien, bien différents du national, et si ça va pendant 1 an ou 2, ça ira pas les fois d'après. Et après, ça ne reviendra plus jamais comme avant. Donc oui, il faut absolument renationaliser les autoroutes, il faut mettre les moyens qu'il faut pour en prendre soin, surtout qu'en plus, là, il y a un enjeu de sécurité publique, parce que si les autoroutes sont délaissées, ça peut aller très très vite, très très mal. Donc, et je pense que c'est déjà un peu le cas sur certains endroits. Donc oui, il faut renationaliser. Je vais boire un coup d'eau. Je vous laisse faire la question. Bon, la réponse sera pas du tout d'accord. Et alors, juste une petite précision, ce qui est cool, c'est que vous avez un petit bouton contexte à chaque fois, ce qui fait que s'il y a des choses que je ne sais pas, je peux tout à fait aller regarder et là me dire: «Ah bah oui, il parlait de ça». Ce qui m'évite, je comprenais pas certaines orientations de questions sur le Politics Skills, là, par exemple, je pourrais les avoir. J'ai répondu pas du tout d'accord, 35 heures, au-delà de 35 heures par semaine. Je suis pour une réduction de travail, du temps de travail en termes d'heures, en termes de jours et en termes d'années. Donc je suis pour complètement. Pourquoi? Parce que le travail, c'est une corvée. C'est même pas une corvée, c'est un mal nécessaire pour pouvoir survivre et vivre dans des conditions matérielles qui nous paraissent adéquates. Des gens font le choix de vivre sans ces conditions matérielles, très bien, mais pour tous ceux qui font le choix de vivre avec ces conditions matérielles, ça passe nécessairement par un apport financier. Il y a plusieurs façons, il y a être rentier, il y a avoir touché un gros héritage, il y a être gosse de riche, mais globalement, 99% des gens on trouve cet apport financier par le travail. Et le travail, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre, pour avoir à côté des passions, des choses qui nous plaisent. Parfois, il y a la possibilité de joindre passion et travail et ça, c'est super cool parce que ça permet non seulement de matériellement vivre bien, mais aussi de bien vivre son travail. Mais c'est extrêmement rare et pour la plupart des gens, le travail, c'est une obligation. Beaucoup de gens se sont jamais posé la question de la place du travail dans leur vie. C'est la génération de nos parents, de nos grands-parents, qui après ont fait des burn-out, qui après se plaignent de je ne sais quoi, qui vont finir en hôpital psychiatrique, là, faire un petit séjour de 2 semaines parce qu'ils sont en burn-out et qui après, quand ils vont sortir, vont pas du tout remettre en question le monde du travail, mais vont plutôt s'en prendre à leurs enfants qui bossent pas ou qui bossent différemment. Mais la vraie question, c'est quelle place on veut que le travail occupe. Et le travail ne doit pas prendre toute la place. Parce que le travail a quand même un intérêt pour moi. Et là, quand je parle du travail, tout à l'heure on parle travail, je parle de l'employabilité. Et là-dessus, je tiens à faire un petit shout out à Archie, qui est on va dire, ça fait sens une fois que tu le sais, mais j'avais jamais pensé à ça avant qu'on en parle tous les deux. Mais c'est l'employabilité finalement, c'est d'être employé, et pour moi, on devrait être employé par la société de manière générale pour produire quelque chose qui fait avancer la société. Je vais vous donner un exemple, que ce soit dans du privé ou dans du national, c'est bien d'être employé par la société pour produire de la bonne nourriture dans un restaurant. On fait avancer la société en produisant un peu de plaisir. D'être employé par la société, donc là c'était du privé, le restaurant, toujours dans du privé, dans du cinéma par exemple, pour pouvoir produire de l'art et faire avancer la société sur ses réflexions. C'est ça l'employabilité. Pour moi, l'employabilité, elle sert à ça, c'est finalement le travail collectif, qui ne passe pas par le bénévolat de l'associatif. En fait, peut-être là, c'est très utopiste, mais dans un modèle idéal, on devrait dire: «Ah, on supprime l'emploi, on supprime l'associatif», attendez, vous fâchez pas, et en fait, on fait en sorte que le citoyen puisse mettre ses compétences à disposition de la société pour un travail global de groupe qui fait avancer le collectif tous ensemble, et à côté, sur son temps libre, il fait absolument ce qu'il veut. Et donc, pour faire ça, on lui garantit un revenu minimum de vie, et ensuite, selon les productions qu'il arrive à engendrer dans son on va dire de ce travail collectif, c'est redistribué dans la branche auquel il est, et ça lui fait un surplus qui lui permet d'obtenir une certaine condition, financière. Et selon la pénibilité du travail, selon comment sont mobilisées les compétences, quelle recherche il y a besoin de faire, quel background il faut pour accéder à certaines fonctions, on va dire pas le coût du revenu minimum, mais le coût de ce qui est en plus est fixé collectivement en adéquation. Certains en abuseront, bien sûr, mais toujours dans un modèle de ce type. Si les gens n'ont pas à stresser d'avoir un revenu à la fin du mois, et ils ont toujours un minimum qui est au-dessus du seuil de pauvreté qui va bien, etc. À ce moment-là, ils n'ont pas non plus à se mettre dans des positions étranges pour créer un profit énorme finalement en plus,
Donc dans des bails de mettre, par exemple, ils disent: «Bah, tiens, ça ce qu'on fait nous dans notre groupe là, ça te coûterait tant» et ben, en fait, on va le faire payer 3 fois plus. Après, il y a toujours des gens qui seront intéressés par l'argent et le pouvoir, bien sûr, mais c'est là où pour moi, l'État intervient dans une régulation finalement de ce qui a été engendré en trop, parce qu'ils ont le droit après de mettre les tarifs qu'ils veulent, en disant: «Bon, bah, vu que du coup toi tu as eu trop, bah, ce trop là, en fait, une partie va aller dans le pot commun pour qu'on puisse redistribuer le minimum de tout le monde, y compris le tien d'ailleurs». Donc moi, je vois la société comme ça. Donc par conséquent, si jamais on redéfinit cette structure de la société, il faut voir le nombre qu'on est, le nombre de jours qu'il y a dans la semaine, le nombre d'heures, et en fait, on fait un cycle et on voit qu'on pourrait tout à fait travailler 4 jours ou moins de 4 jours, on pourrait travailler beaucoup moins d'heures et on pourrait travailler beaucoup moins de temps dans sa vie avant de rester simplement revenu. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de manière générale, on n'aurait même plus besoin de se poser la question de la retraite dans ce modèle-là. La retraite n'existerait plus, en fait. Et finalement, de manière progressive, on pourrait le voir comme ça, dès sa naissance où peut-être les années, on commence à avoir un peu plus de conscience, voilà, on pourrait commencer à toucher ce fonds-là, de revenu minimum, et ensuite il y aurait une courbe qui arriverait, à un certain âge et qui resterait stable ensuite jusqu'à la fin de l'âge, on va dire, où ça resterait la même chose, et s'il y a des conditions médicales qui font que la personne ne peut plus produire à côté dans le collectif et qu'elle en est retirée, et ben à ce moment-là, le surplus qu'elle aurait gagné via le collectif, il lui est compensé par le revenu minimum, mais pour des conditions purement médicales. Et du coup, peut-être que quelqu'un qui a 100 ans pourrait tout à fait continuer à travailler comme n'importe qui en étant heureux de ça, et quelqu'un qui a 40 ans s'arrêterait parce qu'il a eu un accident, par exemple. Et là, on appelle à l'empathie, en fait, l'empathie des concitoyens, de l'État envers ses citoyens. Et donc, dans ce contexte-là, on pourrait aussi imaginer du travail, ça va encore une fois vous paraître dingue, mais vous fâchez pas, laissez-moi aller jusqu'au bout, du travail 24/7. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas pour l'idée de se dire la nuit tout s'éteint. Il y a des gens, la nuit, c'est biologiquement fait pour dormir. C'est dans notre cycle. C'est ce qu'appelle le cycle circadien, si je ne m'abuse pas. C'est normal. Mais il y a des gens qui luttent contre ce cycle circadien et qui le renversent finalement pour vivre autre chose. Parce que l'ambiance de nuit, parce que la vie de nuit, parce que tout ça. Parce que la société aussi est faite pour tenir de jour. Moi, ça ne me dérange pas qu'on continue à dire que la société est faite pour tenir de jour, mais à minima dans les services publics, ce serait quand même pas bien, mais le minimum, qu'il y ait une ouverture de nuit. Par exemple, je trouve ça normal que les médiathèques soient ouvertes de nuit, les cinémas soient ouverts de nuit, la CAF soit ouverte de nuit, l'assurance maladie soit ouverte de nuit. En fait, que tous les services publics, les collectivités, les mairies, tout soit ouvert de nuit parce qu'il y a des gens qui vivent la nuit, il faut les respecter. Bien sûr, automatiquement, par la condition humaine comme on est, ça serait pas la même ampleur que la journée, il y aurait pas besoin d'autant de monde, mais il y aurait quand même besoin de monde. Aujourd'hui, ce monde, on n'arriverait pas à le trouver avec l'organisation actuelle, mais avec une nouvelle organisation, on arriverait tout à fait à le trouver, et là, on aurait le cadre parfait. Je trouve le cadre parfait. Enfin, à titre personnel, je trouverais ça bien. Donc, faut surtout pas que ce soit porté au-dessus des 35 heures, parce que sinon les employeurs vont en profiter pour faire travailler plus de 35 heures, et là, on va complètement dans l'autre sens. Il faut réduire le plus possible. Il faut fixer quelque chose qui dit, voilà, on est tant de travailleurs, on répartit. Et même de se dire que, je sais pas, la durée hebdomadaire est revue tous les ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, parce qu'après, peut-être que si on gagne que quelques millions, vu qu'il y a que 24 heures, en fait, ça va faire 21,2222, et au bout d'un an, ça fera 21,1117, et on pourra rien changer, par exemple. Donc on peut se dire que c'est peut-être plus tous les 10 ans pour avoir une vraie évolution de masse, mais en gros, ce serait fixé comme ça, il y aurait plus besoin d'avoir ce fonctionnement-là. Moi, c'est ma société idéale. Donc, si on veut commencer à faire un pas vers cette société, parce que les changements de société, pour moi, ils peuvent y aller. Ça peut être aussi petit à petit. C'est pas nécessaire. Enfin, petit à petit, non. Il faut aller vite et il faut aller fort, mais ça peut être étape par étape, disons. C'est pas nécessairement d'être une rupture d'un coup. Il faut commencer par là. J'avais dit que ce serait plus rapide, je vous ai menti en fait. J'ai chaud, putain. La rénovation énergétique des logements doit être subventionnée massivement. Oui, tout à fait d'accord. Ouais, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un enjeu écologique pour la consommation, c'est un enjeu de salubrité pour les bâtiments, pour le parc immobilier, si on veut avoir un parc immobilier qui est beau, mais qui aussi est bon et sain. Et surtout, c'est un enjeu social pour que des personnes qui aient moins de revenus à mettre dans une rénovation énergétique puissent quand même vivre dans un logement digne. Et donc oui, pour moi, c'est tout à fait, important. Puis ça évite la construction de nouveaux logements, on va dire, plus aux normes, alors qu'on peut déjà rénover ceux qui existent. L'impôt sur les sociétés doit être augmenté. Bah, là, ça sera plus compliqué, de me prononcer. Pourquoi? Oui, chacun doit payer sa part. Alors après, est-ce que la part actuelle est bonne et cetera? On voit pas mal de débats, notamment sur les surprofits. Moi, je considère que pour un bon paquet d'entreprises, oui, elle est bonne, parfois elle est même un peu trop lourde, et pour un autre paquet d'entreprises, non. Donc est-ce qu'il doit être augmenté tout court? Je sais pas. Je vais revenir sur ce que je disais il y a 2 questions quand j'ai pris 30 minutes, mais pour dire en gros,
La fiscalité, je vous en ai parlé rapidement en disant, bah, en fait, le surprofit qu'on gagne, une partie va être remis au pot commun, en fait, en fonction d'une stabilisation des surprofits, quoi. Et en gros, dans cette idée-là, enfin des surprofits. Ça y est, je reprends des termes, on va me faire des associations. Non, pas des surprofits, des gains que les personnes gagneraient par leur travail collectif, employés par la société, pour reprendre mes propres termes. Hem, donc, pour moi, on parlerait plus des personnes que des sociétés. Et puisque, pour moi, dans l'idée, il y aurait des coûts fonctionnels et cetera, mais qu'ensuite tout serait redistribué aux personnes. Je vois pas l'intérêt de faire une trésorerie ou quoi que ce soit dans ce modèle-là, parce que je vois même pas comment la faillite pourrait exister dans mon modèle. Si ce n'est que les gens ne s'intéresseraient pas, mais bon, du coup, vu que tu mets tes compétences avec un revenu minimum, tu ne fais pas payer ta compétence, donc théoriquement, elle existe toujours, y compris, bah, du coup, pour le matériau. Si ta compétence, c'est de couper du bois, tu le fais pas payer non plus, du coup, enfin, on s'est compris. Hem du coup, je serais nuancé, en fait, parce que ça va vraiment dépendre de dans quel modèle on le regarde et de qui on vise. Donc je suis nuancé. Mais on va dire plutôt d'accord, c'est compliqué parce que non, je vais rester nuancé. Il y a je ne sais pas aussi. Elle ne compte pas dans le score alors que ça la compte dans le score. Hein, c'est intéressant. Hem Bah, en fait, ça dépend de vers quel modèle on va. Vu que le modèle n'est pas précisé, je préfère mettre que ça compte pas dans le score, parce que je serais pas capable de répondre à la question au sein d'un modèle, en fait. Donc par rapport à une adéquation, puisque c'est le but aussi de ça. La loi doit limiter la concentration de la propriété des médias d'information. Oui, complètement d'accord. Je vais être honnête, je ne comprends pas les groupes médiatiques. Pour moi, un média est un média unique. Et c'est-à-dire que s'il y a un média, local, je sais pas moi, Vichy La Dépêche, il y a que Vichy La Dépêche. Et s'il existe Clermont La Dépêche, Clermont La Dépêche et Vichy La Dépêche n'ont aucun lien. Aucun. Alors après, s'ils veulent être copains, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont aucun lien, de groupe. Il y a pas une holding, il y a rien au-dessus. Y compris si BFM TV, il y a une radio BFM TV, c'est 2 entreprises indépendantes. Alors après, si sur la propriété, le nom, i ou même la mise en commun des moyens, ils veulent s'entraider, ils font un syndicat tous les 2, ils font une asso, j'en sais rien. Mais dans la propriété, ça doit rester 100 indépendant. 100 indépendant. Et à tout moment, BFM Radio doit pouvoir dire: «Non, j'emmerde BFM TV parce que là, ils font de la merde». Donc oui, je suis complètement d'accord, il faut éviter la concentration, y compris par l'État, hein, y compris par l'État. C'est juste une propriété à chaque fois avec, je sais pas, on dit que 25 de l'ensemble a une propriété de l'État, le reste est une propriété, on dit 25 une propriété de l'État, 25 une propriété privée, 50 d'une propriété coopérative de l'ensemble des journalistes, c'est ce qui me paraît être le meilleur modèle. Comme ça, chaque modèle est représenté et on a là, pour le coup, je pense une vraie, une pluralité, pardon, des médias et de l'information qu'ils peuvent nous donner. L'État doit garantir des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. Oui, mais alors là, oui. Oui, pour le coup, oui. Ils doivent leur garantir des prix planchers qui rémunèrent largement suffisamment, non seulement la rentabilité de leur entreprise, de leur exploitation même, pour dire plus précisément, mais aussi une qualité de vie digne. Et bah, ça vient de ce que je disais avant, mais oui, là, largement, la situation des agriculteurs, elle est terrible. Et enfin, ça, pour le coup, en plus, on peut le voir assez facilement, en fait, si on regarde autour de nous quand on n'habite pas un grand centre urbain. Facilement, on peut tomber, sur quelqu'un qui connaît, sur nous-mêmes on connaît, sur on va chez un agriculteur. Enfin, ça c'est pas si lointain que ça. Il y a 400 000 agriculteurs en France. Par rapport au nombre qu'on est, ça reste quand même assez, on peut toujours en visualiser globalement, et en fait, concrètement, si on prend juste un peu de temps pour leur parler, presque tous sont dans une détresse importante, inouïe, aiment leur métier mais sont on va dire, pris au coup par le fonctionnement général, les échanges de libre marché, non, le marché de libre-échange, vous m'avez compris, et ne s'en sortent plus et c'est à l'État de les aider et j'ai envie de dire et j'entends beaucoup le truc, c'est à l'État de les aider parce que, l'agriculture, c'est la souveraineté d'un pays, c'est la souveraineté, oui, c'est très bien tout ça, je suis d'accord, OK, mais c'est surtout humainement, en fait. Humainement, on va pas laisser des gens qui aiment faire leur métier et qui font un métier qui est respectable, qui plus est. C'est alors après, il y a la question de la condition animale. On va parler de l'agriculture, des plantes, la question de l'élevage animal, c'est autre chose et là, on entre dans autre chose. Il y a des gens qui diront: «Non, c'est pas respectable», des gens qui diront: «Oui, c'est respectable». Donc au moins, si on se met sur un champ, je pense que tout le monde, alors je vois pas trop pour quelle raison, est d'accord sur l'agriculture de terre, si elle est faite bien sûr, dans des conditions respectables de la terre justement, hein, pas dans des conditions de surproduction. Mais dans ce cadre-là et ce cadre-là
doit normalement correspondre à la plupart des agriculteurs. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais doit. On ne peut pas laisser juste des gens qui aiment faire leur métier et qui plus est un métier respectable, souffrir et abandonner leur métier, voire même abandonner leur vie, parce que toute leur vie, elle est construite autour de ça, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Donc bien sûr qu'il faut qu'ils aient du soutien. Un revenu maximum légal doit être instauré. Heu, Bah, pareil, là, je vais être nuancé. Mais là, pour le coup, je vais le laisser dans le score. Pourquoi? Parce que, ouais, quoique non. Parce qu'en fait, bah, ça dépend du modèle. Dans le modèle que je vous ai présenté, non, comme je vous ai dit, chacun a le revenu qu'il veut, mais simplement, par contre, il y aura une taxation derrière. Heu, En revanche, si on est dans le modèle actuel, oui, il faudrait une taxation, enfin, il faudrait un montant légal parce que en salaire, pas en dividende, en salaire, il y a des salaires quand même, ça fait poser question. Alors il y a des salaires, la plupart des salaires sont, à des taux qui devraient être beaucoup plus élevés, mais il y a des salaires, on se dit: «Ah oui quand même, OK. Non là c'est trop». Donc puisque je ne sais pas de quel modèle on parle précisément dans cette question, je ne vais pas m'avancer à répondre, et donc je préfère ne pas le mettre. Les propriétaires doivent avoir davantage de facilité pour expulser les locataires mauvais payeurs. Non. Ouh là, non. Bah, plutôt pas du tout d'accord. Un locataire mauvais payeur, faut se dire quelque chose. Je ne connais pas une personne qui se dit: «Tiens, je vais pas payer mon loyer, ce mois-ci, j'ai pas envie». J'ai pas envie, j'ai l'argent, je vais pas le payer, j'aurai toujours autant dans mon compte, même en faisant toutes les dépenses que je il me restera toujours de quoi, même en me faisant super plaisir, il me restera toujours de quoi payer le loyer, mais je vais pas le payer mon loyer. Ah non, je vais pas le payer. Alors il y a 2 raisons. Soit c'est idéologiquement, auquel cas, bravo à vous, mais vous êtes très, très peu et je pense pas que ce soit la bonne façon de s'y prendre. Soit c'est, on va dire, de la perversité et là oui, mais là on est sur un pourcentage infime. Honnêtement, quelqu'un qui prend son pied à ne pas payer son loyer alors qu'il a l'argent, c'est space, mais bon, peut-être que ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc si on regarde par contre, ce qui est le rasoir d'Occam le plus cohérent en fait, c'est de dire, en gros, bah, qu'est-ce qui est le plus cohérent? C'est que les gens n'ont pas l'argent et qu'ils font des choix, bien sûr financiers, de mettre cet argent ailleurs. Mais dans quoi? Dans des courses, dans les frais de scolarité de leurs enfants, de temps en temps, dans un petit plaisir, oui, parce qu'effectivement, ils ont peut-être pas envie de vivre la vie la plus dure possible. Peut-être de temps en temps, ils ont envie d'aller au cinéma une fois tous les 6 mois. Ils ont envie, de s'acheter, je sais pas moi, ah là, j'ai bien envie de m'acheter un paquet de bonbons. Bon, bah, ça sera le paquet de bonbons du mois. Du mois, attention! Non, là, c'est des gens qui n'ont pas le moyen, c'est les gens qui n'ont pas les moyens. Il faut pas faciliter les propriétaires. Pourquoi? Parce que quand on est propriétaire et qu'on met à disposition une propriété, c'est qu'on a forcément une autre propriété dans lequel on vit. On n'est pas sans logement. Et si on est locataire, supposons qu'on a une propriétaire qu'on met en location, on ne doit pas prévoir sa location sur le revenu de quelqu'un. Il faut prévoir sa location sur son revenu à soi. Et par ailleurs, je crois que la plupart des agences immobilières ne laisseraient pas quelqu'un qui est propriétaire d'un bien et qui est rentier, mais qui n'est pas travailleur, genre sans emploi du tout, louer. Alors les agences sont bizarres, mais ça serait même pas réalisable. C'est-à-dire que la personne est propriétaire. Si elle est déjà propriétaire, si elle peut déjà se loger, même si peut-être ça va la peiner dans le remboursement de son crédit, et cetera, il ne faut pas faciliter le moyen d'expulsion juste pour trouver quelqu'un qui derrière va payer, parce qu'on entre dans une logique de rentabilité pure et dure du logement. Or, le logement, c'est un droit fondamental de n'importe qui veut vivre dignement. Donc non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc non, il faut pas faire ça parce que sinon ça va être encore là maintenant, c'est comme les locataires sont quand même plutôt bien protégés, mais il y a quand même des abus de la part de propriétaires. Il faut, pour moi, aller plus loin là-dedans pour protéger au maximum les locataires, parce qu'à nouveau, c'est attribuer de la malice. Et certains me diront, oui, mais on prend des gens et en fait ils payent pas et ils prennent des clopes et après ils saccagent mon appart, etc. Mais là déjà, vous faites un lien de fou furieux. Vous faites un lien entre une condition financière qui ne leur permet pas de payer et des gens qui sont pas respectueux de leur environnement. Mais ça n'a rien à voir. 99% des gens qui n'ont pas les moyens de payer sont respectueux de leur environnement. Parfois, ils laissent l'environnement se dégrader parce qu'ils ont même pas le matériel pour faire le ménage nécessaire, en fait. Juste, réveillez-vous là-dessus parce que ça m'énerve comme discours. Et le peu qui sont pas respectueux, c'est pas parce qu'ils ont pas les moyens. Vous avez déjà vu, quand vous louez des Airbnb à des connards de riches qui vont aller, se faire des vacances à Annecy ou quoi que ce soit, que tu passes après dans un Airbnb autonome, que c'est le bordel, tu dis pardon et en fait, tu sais très bien que les personnes, ils ont payé, vu toi le prix que tu as payé, que c'est pas un truc, à la con et les personnes à côté, en fait, ils en ont eu rien à foutre. Et vous avez déjà vu des pardon, mais des connards de riches dans les parcs, partout, qui sont les premiers à en avoir rien à foutre. Il y a pas de corrélation entre les 2. Il y a pas de causalité, pardon, entre les 2. Donc à un moment, il faut pas extrapoler la chose et dans les rares cas où c'est le cas, c'est chiant que la personne paye pas et en plus prenne pas soin, tu es tombé vraiment sur
le pire scénario, mais il faut distinguer les 2 cas. Si elle peut pas payer, c'est une chose, si elle est pas respectueuse, c'est une autre et là-dessus, si elle est pas respectueuse, oui, après il doit y avoir probablement des textes de loi qui oblige le locataire à prendre soin, et si c'est pas le cas, tu l'attaques sur ces textes de loi. Mais la location et le loyer, c'est un autre sujet. Mais ça prouve bien une chose quand même, c'est que la plupart des propriétaires sont intéressés que par le loyer, et quand on voit l'état du parc immobilier en France, et à quel point les propriétaires en ont rien à foutre, font aucun effort de rénovation, aucun effort d'entretien, ils en ont absolument rien à faire de logements qu'ils mettent à louer, on sait, et on le sait déjà aujourd'hui, que c'est uniquement le loyer qui les intéresse. Donc c'est pas étonnant qu'ils pensent comme ça. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut être humain dans la vie un petit peu. Les énergies renouvelables doivent représenter 100% du mix électrique d'ici 2050. Bah, du coup, si c'est 100%, elles ne représentent plus le mix. Ce sera les énergies renouvelables. Oui, bah oui, je veux rien dire. Sortons du carboné au plus vite, décarbonisons-nous et passons à une étape pour laquelle d'autres pays sont déjà bien plus avancés que nous. Donc oui, et d'ici 2050, c'est tard. C'est tard, hein, mais bon. La corrida doit être interdite en France. Oui, globalement, enfin, tout à fait d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec le principe de cette exploitation animale. En fait, il y a une chose, c'est que je suis absolument pas d'accord avec l'exploitation animale pour du divertissement. L'exploitation animale dans une logique, de se nourrir, c'est un gros débat et je vais pas m'avancer sur ce débat-là. C'est la question plus tard, j'y reviendrai. C'est un gros débat. Mais l'exploitation animale, pour toute autre question que ce soit, c'est non. C'est non. Et moi, je me souviens dans la liste de l'Union des gauches vichysoises, j'étais pour interdire complètement l'exploitation animale à Vichy d'office et repenser complètement le stade équestre du Sichon. Et il y a eu des oppositions là-dessus au sein de la liste, je reviendrai pas, ça m'avait un peu perturbé de se dire de gauche et d'être comme ça. Mais moi, je suis complètement contre, donc la corrida évidemment. Et après, il y a la pratique en elle-même. Oui, bien sûr, la corrida, c'est horrible, c'est de la merde. Et il y a des trucs comme la corrida, il y a d'autres styles qui sont horribles. C'est de la grosse merde, c'est juste fait pour gonfler l'ego de personnes qui se disent ah, alors en fait, il y a deux cas. Soit c'est oh, j'arrive à tame le taureau, soit c'est non, mais on fait un beau truc, le taureau il est content, il mange bien, on le nourrit bien, et en plus c'est une forme de danse avec lui, etc. Le taureau en a rien à foutre, hein. Le taureau, de base, il vit sans cage, sans frontières, sans barrière, sa vie, pardon, mais il baisse des vaches, il mange, il meurt. C'est pas son délire, lui, de faire de la danse avec des humains, hein. Et ça, c'est imposer une lubie pour justifier ce qu'on fait. C'est une forme d'autoculpabilité qu'on vient à masquer d'ailleurs. Donc non, je suis complètement contre la corrida et je suis contre l'exploitation animalière, bien évidemment. Voilà. Il faut instaurer une retraite universelle par points. Je sais pas ce que c'est. Vous allez me frapper, mais bien sûr, je connais la retraite. La retraite universelle, je vois ce que c'est. Je connais notre système. Le par points, j'en ai entendu parler des 10 milliards de fois, je ne sais pas ce que c'est. Alors, la réforme des retraites, oui, parce qu'il faut qu'on en parle là-dessus. Quand il y a eu, les gilets jaunes sur le sujet de la retraite, moi j'étais jeune, c'était tout le sujet de la retraite à points. Je me souviens pas de quoi ils causaient. Depuis, j'en ai jamais recausé parce que la deuxième réforme des retraites, c'était sur l'âge de départ à la retraite. Donc les annuités. Donc moi là-dessus, quand là par contre j'étais beaucoup plus conscient et je me suis pas spécifiquement mobilisé, mais que j'ai regardé ça de près, on parlait que de l'âge, pas du système. Donc en fait, je me suis jamais renseigné sur le sujet. Je devrais, mais je me force pas à aller vers des sujets juste parce que je devrais aller vers des sujets. J'essaye de prendre tout ce qui vient à moi. Par des discussions, je grandis. Et je vous l'ai dit dans la première vidéo, politiquement, j'ai tout à apprendre. Et 99% des gens qui vont voir cette vidéo et des gens qui m'entourent ont un fond politique non pas mieux intentionné que le mien, parce qu'il y a c'est compliqué de juger les intentions, mais aussi parce que, bah, moi, j'ai une vision globale, sociétale de l'humain et cetera, qui, je pense, est très bien intentionnée. Mais par contre, ont une structuration du fond beaucoup plus fournie et concrète que ce que moi je pourrais avoir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'efforts, enfin, pas d'efforts, mais de travail encore à faire en politique pour m'améliorer là-dessus. Je ne peux prétendre représenter une instance ou quoi que ce soit, pardon, être membre d'une instance si je comprends pas d'abord tous les engrenages ou une grosse partie de cela. J'ai des choses à regarder, mais désolé, la retraite à points, je sais pas ce que c'est. Les frais d'inscription à l'université doivent rester symboliques. Pas du tout d'accord, il ne doit pas y avoir de frais d'inscription à une université. Voilà, tout simplement. Ça devrait être gratuit. L'éducation, ça devrait être gratuit tout du long. Rien ne doit être payant dans l'éducation par principe, aussi par faisabilité d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne serait pas obligé de faire payer. Il faut faciliter et élargir l'accès à l'avortement. Alors il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. Maintenant oui, je pense qu'il y a toujours du mieux qui peut être fait, notamment sur le regard et sur les discussions qu'on en fait, sur comment on traite le sujet, sur l'accompagnement aussi qu'on fait. Donc oui, bien sûr. Et je suis pour l'avortement évidemment. Et
C'est ça, c'est qu'à chaque question, j'ai envie de rebondir, en fait, mais et ceux qui, disent, la valeur d'une vie, la valeur d'une vie, la valeur d'une vie, posez-vous la question de la valeur que vous donnez à votre vie déjà, avant de vous permettre de donner la valeur à une vie qui n'est même pas celle qui vient de vous. Parce que la personne qui va accoucher, elle va devoir donner une valeur à cette vie, une place à cette vie. Et vous préférez sérieusement que cette personne se force à donner une place à une vie qu'elle n'a pas demandé, qu'elle n'a pas voulu, parce que si elle avorte, ou alors qu'elle a voulu mais que finalement elle ne veut plus parce qu'elle s'est remise en question, et auquel cas c'est peut-être le plus beau qu'un humain peut faire de se remettre en question. Donc bravo à ces personnes. Mais de manière générale, qu'elle se force donc à lui donner cette mise en valeur et que la personne en question ne ressente pas cette valeur comme authentique, donc le futur enfant, ou qu'elle ne mette pas de valeur, que par conséquent, sans spécifiquement une dureté émotionnelle, même si je sais que c'est un acte compliqué, hein, l'action soit faite et qu'on évite une vie de fausseté dans la valeur donnée à un humain. Posez-vous la question de la valeur que vous donnez à vous-même avant. La France doit se fixer des objectifs climatiques plus ambitieux. Oui. Oh, on est largement en retard. Comparé à d'autres pays, et certains me diront on est bien comparé à d'autres, on fait déjà beaucoup de choses, etc. Oui, mais il y a d'autres pays qui font beaucoup mieux que nous. Et c'est pas normal que nous, la France, on soit aussi en retard. Le budget de la défense nationale doit à 33% du PIB. Non. Plutôt pas d'accord. Je vais pas dire pas du tout d'accord parce qu'il y a des questions de sécurité parce que la défense nationale c'est large, et de sécurité intérieure, notamment sur le souverainisme des données numériques, etc., qui peut-être nécessite un peu plus du pourcentage du PIB, mais de là à atteindre trop, je suis pas pour. Et d'autant plus que, pour moi, plus on met de moyens sur la défense, plus on donne le signal qu'on est prêt à se battre. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut lésigner, mais ce qu'il faut dire que de une, il faut le faire discrètement. Il faut éviter toutes les grosses parades militaires et les démonstrations de force, etc. Il faut se faire le plus discret possible pour dire on ne cherche surtout pas ça, mais si vous venez nous chercher, on est bien équipé. Et deuxièmement, c'est aussi le truc de se dire, au moins on envoie un message agressif, au moins les gens nous enverront un message agressif. Alors après, il y a des gens qui en profiteront toujours, mais c'est là où ils tomberont sur ce qu'on s'est préparé. Donc de là à atteindre 3%, non, je préfère qu'on ait 1% du PIB et que ça prenne plus de temps, mais qu'on mette 3, 4, 5, 10% du PIB. Voilà. Mais je me pose la question d'ailleurs du pourcentage du PIB aux États-Unis. Donc je vais reposer la question telle qu'elle est. Pourcentage du PIB défense États-Unis. Tac, refusé. 3,2 et 3,3% du PIB. Ouais. Et quand on sait que c'est les plus grandes dépenses, enfin leur plus gros portefeuille, il me semble, de dépenses publiques, et la plus grosse dépense publique dans l'armée et dans la défense nationale au monde, ça se fait questionner sur est-ce que nous, on a vraiment besoin de suivre ce courant-là, quoi. La France doit réduire la part du nucléaire dans son mix énergétique. Non, j'ai déjà donné toute ma position sur le nucléaire dans l'épisode d'avant. J'avoue que j'ai la flemme de la redonner là. Surtout que j'essaye que l'épisode dure un peu moins longtemps. Donc non. Mais non, en tout cas, je suis pas d'accord. Il faut légaliser le cannabis récréatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que du nucléaire, ou qu'il faut se contenter du nucléaire, ou qu'il ne faut pas aller chercher à démanteler du nucléaire. Mais je dis juste, il ne faut pas, la question était formulée, réduire la part du nucléaire dans son mix énergétique, non pas dans l'immédiat, à terme peut-être, mais pas là dans l'immédiat, non. Il faut légaliser le cannabis, j'ai mis plutôt pas d'accord du coup, puisqu'à terme je serais d'accord. Il faut légaliser le cannabis récréatif, oui. Oui, bah après, ça, c'est ce truc simple de se dire, tu donnes les conditions aux gens de le faire normalement, du coup, ils se mettent moins en danger, donc c'est plus simple, donc ça les intéresse parfois moins, du coup, ils commencent pas. Ceux qui commencent ou qui continuent le font dans des meilleures conditions. Tu n'as plus de raison d'aller chercher du à côté, donc le à côté disparaît, les tensions liées au à côté disparaissent, heu et en plus, toi, tu as un contrôle là-dessus où non seulement ça te fait un revenu financier avec la TVA et cetera, mais en plus, ça te fait aussi un contrôle sur les moyens de production pour être sûr que ce soit correct. Et puis c'est toujours ce truc de se dire: «Bah non, mais à quel moment on légalise, l'alcool et pas le cannabis?» et cetera. Enfin, ça me paraîtra toujours, parce que même si on parle de noblesse du procédé, supposons que la façon de faire d'alcool soit plus noble, enfin soit noble, la façon de faire, en l'occurrence du cannabis, c'est pas moins noble. Ça reste, quand même d'avoir une plante, de la faire pousser, de l'entretenir, de savoir ensuite la tailler, de traiter cette plante pour en faire, des je vais dire des boulettes, je sais pas trop comment dire ça, mais, l'herbe nécessaire, et ensuite probablement il y a encore d'autres étapes, peut-être de la faire sécher ou de la rendre humide, j'en sais rien. J'ai jamais fait de cannabis moi-même de ma vie. Et j'ai jamais pu assister au processus, malheureusement. Donc je sais pas, mais en tout cas, j'imagine le processus, ça reste tout de même un travail humain, même un travail de jardinier, hein, finalement, hein. Donc et même quelqu'un qui fait ses thés lui-même avec des plantes de jardin, et cetera, on est sur, des
on est sur des trucs communs. Donc on peut pas dire que le processus n'est pas spécifiquement noble, si tant est que ça devrait avoir un poids dans la balance, bien sûr. Donc pour moi, il y a aucune raison. L'âge légal de départ à la retraite doit être abaissé. Oui, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voire même ne doit plus exister. Mais là, même dans ma possibilité, on pourrait partir du principe qu'il y aurait un âge de l'âge légal. Pour moi, on n'irait pas jusqu'au bout de la chose, mais pourquoi pas? Et à ce moment-là, oui, il faudrait qu'il soit abaissé, bien sûr. Les immigrés venant travailler doivent être prioritaires sur les autres pour l'accueil en France. Ah, que les autres, c'est-à-dire les autres. C'est bizarre comme formulation. Les autres, tu sais, ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la famine, tu sais, voilà, ceux qui aiment la France et qui auraient voulu voir comment ça se passe en France. Non, parce que parce que c'est bizarre de faire une hiérarchie des immigrés et c'est bizarre en plus de mettre des motifs à une immigration. Il y a des motifs factuels à une immigration, mais une fois que la personne est chez nous, c'est plus un immigré en plus, c'est un Français. Enfin, c'est peut-être pas un Français de nationalité, c'est ce que je vous disais au tout début par rapport à la civilité, mais il est français dans son quotidien et dans son appartenance à la communauté française. Donc, du coup, on parle plus d'immigrés d'ailleurs. On va pas dire il y a des Français de travail et des Français de famine. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ils doivent pas être prioritaires. Je suis pas du tout d'accord. La vente de véhicules thermiques neufs doit être interdite d'ici 2035. Oui, bah, tout comme, oui, bien sûr, pour le véhicule thermique, je suis pour le véhicule, hybride ou électrique. De manière générale, d'ici 2035, oui, le plus tôt c'est le mieux c'est. Après, on nous dit: «Il faut restructurer les chaînes» et cetera. Oui, bah, j'imagine que quand tu as pris, 5 ans à monter ton usine en Chine, au lieu de la mettre en France, tu la délocalises parce que ça coûte moins cher, ça doit être un peu chiant de devoir tout refaire. Désolé. Il faut construire davantage de logements sociaux. Partagés, oui, plutôt d'accord. Oui, il faut plus de logements sociaux, pas forcément construire. Si on tous les logements vacants, si on les rénovait et qu'on les mettait en logements sociaux, 2 choses. D'abord, on arrête de gentrifier et on met le logement social dans la ville. Donc du coup, on permet une mixité plus importante. Deuxièmement, une mixité dans la classe sociale. Attention, hein, j'en vois certains qui vont me reprendre sur mes mots. Et en plus, on permet aussi d'éviter de construire à nouveau et d'occuper toutes les terres qu'on a à disposition. Donc moi, je suis complètement d'accord. Il faut construire, mais il faut amener de nouveaux logements sociaux jusqu'à en construire, non. Donc je veux dire que je suis plutôt d'accord, mais pas complètement d'accord. Après, probablement qu'il faut quand même en construire quelques-uns. Il y en aura peut-être pas assez si on rénove tout, ou peut-être qu'il y en a certains qu'on peut pas rénover pour X ou Y raison. Voilà, mais ça doit rester minime dans la part de ce qu'on fait sur le logement social. La France doit sortir de l'euro. L'euro, la monnaie? Je sais pas. Je n'ai pas d'avis. Je sais pas si c'était mieux d'avoir une monnaie nationale, si c'est mieux d'avoir une monnaie commune, la force des monnaies, l'impact des monnaies, une monnaie passe à l'autre, et cetera. Ça, c'est des sujets que je découvre en ce moment en plus, hein, notamment sur le pétrodollar, et cetera. C'est des choses que je connaissais pas du tout. Donc j'ai pas d'avis là. Une part de représentation, ce qui serait bien, ce serait d'avoir des pièces de 4 €. Ouais. Une part de représentation proportionnelle doit être introduite aux législatives. Une part de représentation proportionnelle. Non, une proportionnelle. Donc, est-ce que je ne mets pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord? Je vais être gentil, je vais dire tout à fait d'accord, ce serait un premier pas. Il faut une proportionnelle complète. Je vais aller plus loin. Aux législatives, puisque c'est une assemblée, il faut une proportionnelle complète. Alors, je ne sais pas comment se passe le scrutin des sénateurs sur la répartition des sièges. Il faudrait que je me renseigne. Mais au Sénat, il faut une proportionnelle complète sur le régional, le départemental, la Comcom et la commune. Et il faut arrêter, mais par pitié, arrêter la prime à la majorité. À la rigueur, qu'il y ait un moyen de départage pour éviter des blocages s'il y a pas de consensus qui arrive à être fait, via, je sais pas, sur certains sujets, des articles qui peuvent être, bon tiens, on va parler du 49.3 en gros, une fois par session. Pas le 49.3 budgétaire, le 49.3, voilà, mais pas pour faire passer en force. On va me dire: «En fait, le 49.3, c'est de la merde». Je sais pas comment trouver un moyen de, je veux dire, la voix du maire qu'on double, comme, au Loup-garou. Non, et pourquoi pas finalement, j'en sais rien. Après tout, si on élit un maire, ça donnera moins sens à la personne parce qu'en plus, on n'élit pas de maire. Mais en tout cas, il faudrait retrouver, mais il faut une législative, une proportionnelle partout et arrêter avec ces primes. Ça me rend fou de voir qu'il y a certaines villes, je le vois là notamment en préparant mon tour d'agglo, qui arrivent dans des petites villes où tu arrives à 50,25 et 50,76 et que c'est 50,76 qui a la majorité des sièges, qui a 12 sièges et l'autre qui a 2 sièges. Tu te dis: «Pardon, c'est trop triste, c'est n'importe quoi. Le village est scindé et il y en a un qui a la moitié des sièges». Moi moi, je suis candidat avec ma liste, je vous le dis, hein, je vous l'annonce. Demain, je suis candidat avec ma liste. On fait 60 et il y a une autre liste qui fait 40, mais elle a que, 20 des sièges. Je travaille avec elle
pour qu'on ait des sortes de conseillers hybrides de mon côté, enfin de notre côté, qui pas votent forcément avec eux, mais qui travaillent avec eux, qui leur apportent du soutien, et on va dire qu'ils peuvent faire office de voix de secours. Enfin, et je mets des adjoints dans mon truc qui représentent au moins ça. Enfin, tu fais un travail collectif démocratique, hein, de toute façon, hein. Mais non, on va toujours laisser tout à une vision. Ça veut dire qu'on met une vision en avant, c'est la vision qui gagne. Et s'il y a une autre vision, même si elle fait 50% aussi, ça se joue au virgule, mais 50% aussi, elle n'existe plus. Et le reste de la ville, du village, de l'assemblée, de tout ce qu'on veut, va se faire foutre. Terrible. Terrible. Donc voilà. Et si on me dit oui, alors est-ce que si c'était une liste RN à 40%, est-ce que tu travaillerais avec eux? Bien sûr, je travaillerai avec eux pour démontrer toute leur incompétence. Et d'ailleurs, ce serait même intéressant pour une fois d'avoir ce travail coopératif au sein d'une institution entre un parti, enfin entre une liste X ou Y et une liste de fascistes, pour montrer quand on muselle ces fascistes et qu'on leur demande par contre de travailler sur des sujets sérieux, est-ce qu'ils sont capables de produire quelque chose? Pour moi, c'est le meilleur moyen de démontrer leur inefficacité par ailleurs. Le SMIC doit être augmenté significativement. Alors, oui, le SMIC doit être augmenté pour être plus décent par rapport au seuil de pauvreté, mais surtout, arrêtez de mettre tous les métiers au SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum, il me semble. Je vais aller revérifier le truc, mais SMIC def. Salaire minimum, voilà, salaire minimum. Et c'est quoi le IC alors finalement? Minimum interprofessionnel de croissance, effectivement. Interprofessionnel de croissance, en plus, je pense que ça entend que, peu importe la profession, ça doit permettre à l'économie d'avoir un minimum de vie en donnant un minimum de pouvoir d'achat aux gens par le SMIC. Mais il faut arrêter de tout payer au SMIC. Tout ne doit pas être au salaire minimum. Et en fait, il faut créer des grilles salariales sans se baser sur le SMIC, mais au-dessus du SMIC, bien sûr, qui soient cohérentes avec l'emploi, avec la demande, avec les prix du marché, avec le prix de la vie. Et d'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce que tous les salaires, y compris dans le privé, devraient être indexés sur l'inflation? Oui, oui, évidemment. Donc, oui, bien sûr. Les peines pour les crimes et délits violents doivent être alourdies. Oh putain, j'ai la flemme de réfléchir sur la justice, je me suis cassé le cul à le faire la dernière fois. Les peines pour les crimes, et je sais plus ce que j'avais dit en plus, mais du coup, comme ça, brut en blanc, brûle pour point, je sais pas comment on dit. Les peines pour les crimes et délits violents doivent être alourdies. Je dirais que je suis plutôt pas d'accord. Pas dans le sens où elles doivent être plus alourdies, moins alourdies, mais c'est qu'il faut revoir le modèle complet de la prison. Euh, donc, je vais pas revenir sur mon modèle, j'ai explicité la dernière fois. J'hésite à dire passé, je ne sais pas. Attendez, quand j'ai dit que je me souvenais plus ce que j'ai dit la dernière fois, ça veut pas dire que je me souviens plus du modèle que j'envisage pour la prison. Ça veut dire que je me souviens plus des mots que j'ai utilisés, de la construction que je vous ai amené. J'ai la flemme de recommencer toute ma dialectique. Partager nuancé parce que pour le coup, ouais, quoi que passer, je ne sais pas, parce que ça s'inscrit dans un autre modèle. Dans le modèle actuel, j'arrive même pas à avoir un vrai avis sur la situation carcérale, sur comment l'améliorer dans le modèle actuel. Il faudrait complètement changer le modèle. La double nationalité franco-étrangère doit être très très simple, pas du tout d'accord. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit au début. Il faut nationaliser les secteurs stratégiques, énergie, transport. Oui, j'ai dit que tout ce qui est structurant doit être nationalisé. Le droit de vote doit être abaissé à 16 ans. Donc là, je vais être gentil aussi, je vais dire que je suis d'accord, mais en fait, je suis pas d'accord. Et le droit de vote doit être accessible dès qu'on a envie d'aller voter. Si un petit de 6 ans, pardon, mais si un petit de 6 ans veut aller voter, il doit aller voter. On va me dire, oui, mais son papa ou sa maman, il va lui dire pour qui il vote, etc. Désintéressons le vote. Désintéressons le vote d'une personnalité, d'un parti. Euh, Intéressons le vote sur un programme. Et sensibilisons les jeunes, mais jeunes, hein, faut pas attendre qu'ils aient 17-18 ans au lycée, parce que croyez-moi que l'EMC, ça nous sert absolument à rien au collège, pardon. Il faut sensibiliser jeunes sur ah ben tiens les enfants, donc je sais pas, tu prends une classe de CM1, bah là va y avoir les élections de la mairie. La mairie, bah, c'est ceux qui disent si là il y a un banc ou pas. Bah, c'est ceux qui, en fait, on explique, on dit, et après on dit bah voilà, là il y a ça, là il y a ça, etc. Vous préférerez quoi? On fait voter par exemple dans les écoles et ça compte comme une voix pour le résultat final. Donc, doit être abaissé à 16 ans, oui. Surtout qu'en plus, dans le contexte, je vous ai dit oui, parce que moi je vous dis que ça devrait être n'importe quel âge, mais si on se base spécifiquement sur l'âge de 16 ans, il y a beaucoup de choses qui à 16 ans changent, et notamment, et moi ça a été une grande frustration, on peut être émancipé dès l'âge de 16 ans. J'ai été moi un jeune émancipé, j'ai été plus que frustré de ne pas pouvoir voter aux législatives 2024. Quand je voyais l'enjeu, quand je voyais la vague brune nous arriver sur la gueule, j'étais noir de ne pas pouvoir voter, j'étais émancipé, mais je ne pouvais pas voter. Alors qu'en étant émancipé, je pouvais acheter En fait, en étant émancipé, je pouvais presque tout faire, sauf boire de l'alcool, parce que là, on parlait d'une condition biologique, et tout ce qui est condition biologique de l'âge et non de la majorité. Quand dans les textes de loi, c'est marqué 18 ans, et pas la majorité,
c'est interdit, même quand on est, émancipé et sur les droits civiques où mon acquisition civique se fait quand même plus tard, même si je suis émancipé. Parce qu'en fait, l'émancipation, en gros, c'est l'idée de se dire, le jeune ne dispose pas de lui-même, c'est que le jeune ne dispose plus de ses parents. Il est suivi, il fait sa vie, mais il dispose pas de lui-même techniquement et l'émancipation devrait être un peu plus fort parce que la plupart du temps quand on s'émancipe, c'est qu'on n'a plus vraiment le lien avec ses parents, mais c'est qu'on n'a pas d'adulte référent non plus, qu'on est nous-mêmes devenus l'adulte référent finalement et l'aspect tutelle et cetera, qui par ailleurs moi j'ai jamais vu l'ombre d'une tutelle au-dessus de mon émancipation. L'aspect tutelle et cetera, en fait, prend des décisions, mais très souvent en concertation avec le jeune et dans le sens du jeune, donc c'est débile. La France doit développer une armée européenne commune. Alors je suis pour les alliances, mais les alliances d'armée, non. Chaque pays fait ce qu'il veut. Chaque pays fait ce qu'il veut, d'autant que ça remet aussi sur la carte l'indépendance d'un pays dans un conflit. Et les alliés d'un pays, ça ne doit pas juste être des alliés par voisinage ou par géographie. Pourquoi? Parce que le voisinage de pays entre eux, nous on est voisins avec l'Italie, on s'entend bien, on est voisins avec l'Allemagne, on s'entend bien, etc., ne définit pas une entente sur le long terme. Je vais vous donner un exemple simple. L'Ukraine et la Russie sont des voisins. La Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine, les Ukrainiens et le peuple russe étaient des peuples amis. Et peut-être qu'ils le sont toujours dans le cœur, au moins, je l'espère, mais j'en doute maintenant. Pourtant, ils étaient voisins, et c'est quand même arrivé. Le voisinage, ça veut rien dire. Donc, les accords géographiques, comme l'Union européenne, ça veut rien dire. L'OTAN, ça veut rien dire. Ce qui fait vraiment une alliance, c'est la concordance des intérêts communs, d'emmener ces intérêts communs encore plus haut, et d'avoir en plus la même vision des choses. Une même vision, ça c'est une alliance. Elle peut rester pendant des années ou durer qu'un an, mais il ne faut pas s'engager dans un programme militaire avec quelqu'un qui est allié parce qu'elle peut être rompue à tout moment. C'est la liberté des pays. Et en plus, elle s'engage dans des conflits qui parfois ne nous concernent pas. Après, on va me dire, mais si un peuple est attaqué, est-ce qu'il ne faut pas intervenir? Non. Désolé, mais non. Aujourd'hui, à l'échelle d'une nation, si un peuple est attaqué, par exemple l'Ukraine et la Russie, que la Russie, avec toute sa force colossale, envahit l'Ukraine et que l'Ukraine a besoin de se défendre, l'Ukraine trouve ses moyens pour se défendre. Si l'Ukraine n'a pas les moyens seule pour se défendre, elle se fait envahir par la Russie. Mais se pose une question plus globale de l'impérialisme de la Russie à ce moment-là, parce qu'on se pose la question de la suite. Et là, de circonstances, bien sûr, se crée une alliance de défense pour ne pas impérialiser un continent sous l'étendard russe. Mais ça peut être n'importe quel étendard. Et on est assez malin pour faire en sorte que cette question, elle se pose avant que l'Ukraine soit engloutie. Maintenant, pour le peuple, c'est horrible, mais c'est ce qui pourrait nous tomber sur la gueule si demain l'Allemagne pète un plomb et nous envoie leur armée dans la gueule. Nous aussi, ça va nous tomber sur la gueule. Et je vais pas dire que la Russie a pété un plomb, parce que tout ça, c'est des contextes historiques et géographiques qui sont extrêmement complexes, denses et historiques en plus. Hein. C'est pas un pétage de plomb. Mais supposons, j'extrapole qu'il y a un pétage de plomb, c'est pas à nouveau. Ce sera cette question de si tu es prêt à envahir un pays, tu es prêt à en envahir un autre. De base, faire la guerre pour envahir un pays, ça n'a aucun sens. Faire la guerre tout court n'a aucun sens. Mais pour ça, ça a encore plus aucun sens parce qu'en fait, ça veut dire que tu as envie d'envahir l'autre parce que l'autre, il va aussi te poser problème un jour ou l'autre. Et si c'est pas pour la même raison que le premier, ce sera pour une autre raison. Et là, il y a une logique d'impérialisme. Il faut éviter l'impérialisme. Et donc, avant même que le premier soit envahi, on se met en place et on aide. Donc, par exemple, l'aide qui est fournie actuellement en Ukraine, je suis pour. Ça va peut-être en contradiction avec ce que j'ai dit au début sur la forme, mais pas sur le fond, si vous m'avez suivi. Peut-être qu'il faudra que je me réexplique. Je suis pour, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait intervenir militairement dessus? Du coup, on peut pas, à cause des trucs comme l'OTAN. Mais c'est tout. En fait, on peut pas parce que on peut pas matériellement quoi que ce soit, mais parce qu'on sait que s'il y en a un de l'OTAN qui y va, on engage tout l'OTAN. Et là, on s'entre dans un conflit énorme. Mais si on avait qu'un seul qui allait le plus proche, les pays frontaliers qui disent ah bah non, moi l'Ukraine aussi c'est mon voisin, s'il se fait prendre, moi je vais me faire prendre. En plus, j'ai des amis ukrainiens, bah non, j'y vais. Je parle de la Moldavie, de la Roumanie, de tous ces pays. Petit à petit, mais d'envoyer des forces armées militaires sur place, je veux dire pas que des armes et des munitions. Mais si on dit la France y va, juste parce que on n'est pas frontalier, mais on y va parce que bah on fait attention à l'impérialisme qui pourrait arriver jusqu'à nos portes. Le problème c'est que nous on est dans l'OTAN. On serait pas dans l'OTAN, go, mais on est dans l'OTAN, donc non. Et attention, il faut faire attention aux contre-attaques. Si demain on envoie un contingent pour aller se battre militairement là-bas en Ukraine, repousser l'ennemi jusqu'à ses frontières, il ne faut pas repousser plus loin que les frontières. Attention à ça aussi. Même si je sais qu'en Ukraine c'est compliqué parce qu'il y a la question de la Crimée par exemple.
La PMA, oui, OK, elle doit être intégralement remboursée, ses conditions d'accès élargies, oui. Bon, moi je suis complètement pour. Je suis pour la PMA, je suis pour la GPA. Je crois que j'en ai parlé dans le Politiscales. Si j'en ai pas parlé, ça c'est un gros sujet, il faudrait qu'on en discute. Mais globalement, sur vraiment cette question-là, l'accès à la PMA, bien sûr, que ce soit pour des femmes biologiquement parlant, je veux dire, hein, célibataires ou des femmes biologiquement parlant qui sont avec d'autres femmes biologiquement parlant et qui donc ne peuvent pas procréer d'un point de vue purement technique, mais qui voudraient quand même obtenir la vie, oui, c'est obtenir la vie, engendrer la vie, pardon, obtenir, c'est bizarre. Oui, il faut un accès, et il faut pouvoir permettre, de le faire. Alors après sur le don, il faut faire attention. Sur le don, moi j'ai été donneur, par exemple de gamètes, il faut faire attention, on peut pas toujours aller jusqu'au bout parce qu'il y a différents critères qui font que et là-dessus oui, parce que l'idée c'est pas de créer un si on est dans cette logique de se dire qu'on permet d'engendrer la vie de manière artificielle, il ne faut pas engendrer une vie qui, on le sait, peut être impactée. Attention, parce que là, on peut très vite rentrer dans de l'eugénisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la personne n'ait pas de défaut ou il ne faut pas que la personne n'ait pas d'handicap ou quoi que ce soit. L'unicité fait le charme de l'humain et le parent accepte l'enfant tel qu'il est, y compris dans tous ses défauts, y compris ses défauts de santé. Mais dans ce cas-là, ça doit venir de la porteuse et pas du donneur. Il faudrait que le donneur soit le plus clean possible. Aussi parce que si on souhaite avoir un enfant de manière biologique là-dessus et qu'on ne souhaite pas adopter, c'est parce qu'on a envie que l'enfant, biologiquement, ait une trace de nous dans son patrimoine. Donc, il faut que la seule trace qui existe soit celle de la porteuse et non pas du donneur, puisque le don est anonyme en plus. Donc, d'où les conditions de santé. Je précise parce que ça peut très vite être mal interprété. En revanche, je suis pas d'accord, moi, dans l'idée que la parentalité se joue sur la biologie. La parentalité, pour moi, ne se joue absolument pas sur la biologie. Ce qui se joue sur la biologie, c'est la gestation, c'est l'aspect géniteur-génitrice. La parentalité se joue sur l'aspect humain, sur la relation qu'on crée avec l'enfant. Il y a des gens qui seront des géniteurs, mais qui ne sont jamais des parents. Et il y a des gens qui seront des parents sans être des géniteurs. Et on ne peut pas interdire, pour moi, à l'humain de vouloir être un géniteur, puisque mine de rien, on reste un animal de reproduction. Cependant, ce qui veut dire qu'on est aussi le premier animal à vouloir faire le choix conscient de ne pas se reproduire. Ce qui est ce qui fait de nous la seule espèce en étant capable. Mais si on fait le choix, on ne doit pas pouvoir en interdire. Par contre, ça oblige, de la même manière que si on fait un enfant dans un acte sexuel, une parentalité exemplaire, parce que tout simplement, avoir un enfant, que ce soit par l'adoption ou par la gestation, nécessite une parentalité exemplaire. Et bien sûr, pour moi, il faut vider les orphelinats avant de passer par la PMA. Mais le problème, c'est que la PMA peut être autorisée et même très élargie et très simple d'accès, etc., en simultané avec l'orphelinat. Mais il faut qu'il y ait une vraie évolution du concept pour que les gens s'intéressent, en fait, presque instinctivement plus à l'orphelinat et à l'adoption qu'à la PMA. Parce que les gens vont se dire: «Mais putain, il y a un humain qui souffre et moi je peux tisser un lien avec un humain. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une gestation?» Bon après si tu as vraiment envie, personne ne peut t'empêcher. Mais si c'est pas ça qui motivait tant ça ton geste, alors oui, va créer ce lien avec cet humain, découvre qui il est et fais en sorte de lui offrir le cadre de vie pour qu'il se développe juste le mieux possible jusqu'à son émancipation naturelle. Je parle pas d'émancipation administrative ou de la question des 18 ans, de la majorité, son émancipation naturelle, et ce sera tout aussi beau d'un point de vue parental que d'avoir un enfant par la gestation. Les aides agricoles doivent être conditionnées au respect des normes environnementales strictes. Non. En fait, on doit enfin non, enfin oui et non. Il faut interdire complètement tout ce qui détruit la terre et tout ce qui détruit les agriculteurs. Du coup, probablement qu'ils auront un moins bon rendement et il faut les aider à encaisser ce moins bon rendement. Mais il faut pas aller dans ce sens-là parce que sinon ils vont se dire: «Bah, du coup, c'est encore plus inaccessible les aides, donc du coup, bah, je vais continuer à encore plus faire quelque chose qui me détruit la santé, qui détruit la terre pour être rentable». Donc non, pas d'accord avec cette formulation-là, non. L'intégration européenne doit être renforcée. Non, bah, je vous ai expliqué, hein, je vais pas y revenir dessus. Je comprends l'Europe dans son existence dans les années 50. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est désuet. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre ou qu'il faut dissoudre l'Europe, mais il faudrait nous trouver un nouveau sens et peut-être créer du non-Europe une nouvelle alliance qui, pourquoi pas, pourrait sortir du continent européen et aller chercher des gens qui partagent les mêmes valeurs que l'Union
l'Union européenne, partout à travers le monde. Ça me paraîtrait plus tangible et plus intéressant. Du coup, la renforcer, non. Il faut instaurer une taxe sur les superprofits des entreprises pétrolières. Waouh! C'est dans l'air du temps ça. Oui, bien sûr. Les données des utilisateurs français, mais superprofits sur toutes les entreprises d'ailleurs. Les données des utilisateurs français stockées par des plateformes étrangères doivent rester sous contrôle européen. Est-ce que je suis gentil? Allez, je vais encore être gentil, mais ça fait 3 fois que j'aurais pu mettre pas du tout d'accord, parce qu'en fait, il y a un truc qui me choque, c'est les données des utilisateurs français stockées par des plateformes étrangères. Non! Les données des utilisateurs français sont stockées par des plateformes françaises, et je ne parle pas que du service public. Si demain, une entreprise ouvre quoi que ce soit à l'étranger, par exemple, et qu'elle a besoin de récolter des données de citoyens français, elle ouvre ses data centers en France, avec les règles françaises. Ça, c'est primordial. Je ne veux pas que mes données soient stockées à l'étranger, et pourtant c'est le cas. Et c'est le cas, parce que je peux pas me passer de mes outils numériques et que je vais pas faire comme si je boudais tout, j'étais un utilisateur de Brave, d'un Nothing Phone, et voilà. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Je pourrais aller jusque-là, j'en suis pas encore là. Peut-être que je le regretterai quand il y aura un état fasciste, mais je ne le suis pas. Je protège quand même vite fait mes données, attention, hein, enfin, même pas mal en vrai, mais pas à ce point-là. Mais c'est juste que je devrais pas avoir à faire toutes ces gesticulations pour protéger mes données. Merde, mes données, j'ai envie qu'elles restent sous mon contrôle. J'ai pas envie qu'elles fuitent tous les jours et j'ai envie d'y avoir accès tout le temps, ce qui est très compliqué parce que la loi RGPD, elle est bien, mais elle est difficile à. Elle est dans l'application souvent compromise par les entreprises, et d'autant plus que ça n'est pas du coup toujours stocké en France. Donc il y a un problème. Donc je vais dire d'accord, mais j'aurais pu dire pas du tout d'accord. Parce que dans tous les cas, oui, faisons en sorte qu'il y ait le maximum de contrôle si c'est à l'étranger, si c'est le minimum, mais c'est pas le maximum. Les mineurs délinquants doivent être jugés comme des majeurs à partir de 16 ans. Alors, non, parce que. Enfin, c'est une question intéressante, ça. Le principe de juger différemment un majeur et un mineur s'applique sur le fait qu'on est encore en construction jusqu'à sa majorité. Ça, c'est ce que dit l'État. La vérité, c'est qu'on est encore en construction longtemps après sa majorité. Quand on a une construction qui se passe bien. Parce que des fois, on a une construction qui se passe mal et c'est encore plus long. Hem et parfois, on a une construction qui se passe mal et c'est encore plus tôt et c'est beaucoup plus tôt, pardon, malheureusement. Donc, je vais te dire autre chose, c'est l'idée que je passe du coup, parce que moi, je suis même contre l'idée qu'on juge différemment. Il faut juger au cas par cas, vraiment. Et donc, vous allez m'insulter, je ne suis pas contre dans certains cas et pour certains types de délits, quand ça échappe à l'éducation de la parentalité, je ne suis pas contre qu'un enfant puisse être présenté devant un tribunal. Mais à ce moment-là, il faut s'adapter, pas qu'à l'âge, mais à l'enfant et à son parcours, et toujours dans cette idée que la justice doit réhabiliter et doit empêcher de reproduire quelque chose tout en comprenant les causes pour pouvoir avoir un effet ensuite de prévention sur les autres personnes qui pourraient être touchées par les mêmes causes. Dans cette optique-là, il faut aussi qu'il y ait une forme de coparentalité avec la justice pour l'éducation de l'enfant. Et à ce moment-là, la peine, évidemment, elle est indulgente. Évidemment. Très indulgente même. On va pas mettre un enfant au mitard non plus. La dette publique est un problème majeur qu'il faut réduire en priorité. Waouh, je suis nuancé. La dette, déjà, il y a 2 choses. Il y a la dette, le montant, la capacité de remboursement, c'est le plus important. Oui, ça fait peur, et oui, il faut que l'État se mette en mouvement pour continuer à financer du public, pour que le français ne le paye pas, mais que ce soit quand même, remis dans des un peu mieux quoi, dans une situation un peu meilleure. Cependant, il faut aussi quand même mettre les choses dans l'ordre, c'est l'argent qu'on a, on l'emprunte à des banques, la Banque nationale, la Banque centrale européenne, le FMI et tout un tas de on va dire de gestionnaires de fonds qui ont des portefeuilles et des sommes colossales, mais vraiment colossales en leur possession. Il faut aussi instaurer un rapport de force pour que ces établissements-là ne soient pas prioritaires dans la gestion financière d'un État. L'État passe au-dessus de l'intérêt privé, surtout de l'intérêt privé d'une banque. Donc par conséquent, oui, la dette, c'est problématique. Et après, une banque fait aussi son travail. Je ne vais pas non plus dire, il faut peut-être qu'ils soient remboursés aussi, hein. OK, mais il ne faut pas non plus qu'ils mettent la pression qu'ils seraient tentés de mettre et donc du coup créer la panique qu'ils seraient tentés de créer. Il faut interdire progressivement l'élevage intensif. Oui, intensif, oui. La condition animale sur la nourriture, c'est toute une question. L'intensif, complètement.
il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons déjà même sanitaires où en fait c'est incroyablement dangereux, des raisons écologiques où c'est incroyablement polluant et puis des raisons, même, d'un point de vue, éthique où c'est pour le coup juste terrible en fait, hein, de parquer, de boxer comme ça des animaux, dans une logique juste de production. L'animal n'est pas une production, c'est une vie. La France doit développer de nouvelles centrales nucléaires. Non. Non, non. Je vais mettre plutôt pas d'accord, tout comme, la question sur le fait de réduire. En fait, il faut pas réduire, il faut pas forcément développer de nouvelles. Je dis pas qu'il faut arrêter d'en créer ou qu'il faut pas en enlever. Je dis qu'il faut avoir une réflexion plus globale sur le mix énergétique 100 renouvelable et qu'il faut peut-être se dire: «OK», en fait, on reprend la carte de la France et on se dit: «OK, et ben là, on peut faire ça comme type d'éolienne. Du coup, il y a pas besoin d'avoir une centrale ici. Bah, celle-ci, on peut la fermer du coup». Et à la place, là, on pourra rien faire d'autre que du nucléaire. Ouvrons une centrale ici. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Il faut voir un grand plan, il faut voir plus large, il faut voir l'échelle de la nation. Et la nation, ça n'est pas que la France métropolitaine, hein. On s'entend. Il faut instaurer un revenu universel de base. Ah bah, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Il faut donner davantage de pouvoir au Parlement face à l'exécutif. Oh oui, largement, par pitié. Surtout quand on sait que le Parlement, c'est la représentation directe du peuple, là où l'exécutif, c'est une représentation indirecte du peuple, puisqu'on élut quelqu'un qui va nommer un exécutif, on lui fait confiance pour nommer cet exécutif, sauf que ça ne vous échappera pas que parfois l'humain trahit la confiance, et c'est très souvent que les électeurs ont leur confiance trahie, c'est un terme qu'on entend souvent, euh, ils ont trahi la confiance des électeurs, et qu'on entend même presque à chaque élection, et pour presque toutes les composantes. Il faut instaurer un contrôle strict des loyers dans les grandes villes. Oh, et là, pareil, je pourrais être méchant et mettre pas du tout d'accord. Je vais mettre d'accord. Il faut instaurer un contrôle strict des loyers dans toutes les villes. Ah, ici, à Vichy, on n'est pas dans une grande ville. Je peux vous jurer qu'il y a des loyers qui sont pas normaux. C'est pas normaux d'avoir des, pas normal, pardon, d'avoir des loyers comme ça. Donc non, il faut dans toutes les villes. Mais oui, à minima dans les grandes villes, évidemment, parce que c'est là où c'est le plus dur. Mais en fait, il faut aussi se poser la question. Le problème n'arrive pas parce que c'est une grande ville. C'est pas que Lyon, Marseille, Lille et Paris et Toulouse qui ont des soucis de logement. C'est toutes les villes qui ont des soucis de logement, mais c'est plus intensifié dans une ville comme celle-ci parce qu'elles sont plus grandes et qu'elles ont des rapports d'individus face à l'offre qui sont beaucoup plus contraints et beaucoup plus difficiles. Mais le problème pourrait théoriquement être partout. Et là où on ne voit pas de soucis, c'est là où soit des agences ou des propriétaires sont honnêtes, ce qui est extrêmement rare, soit dans des endroits où conjoncturellement la situation est très favorable au logement, soit dans son accessibilité, soit dans son inaccessibilité. Il y a des villes de riches, hein. Saint-Tropez, même si on voudrait y habiter juste comme ça, bah, déjà pour trouver un logement, ça va être très compliqué. Juste parce que c'est cher, c'est tout. Parce que conjoncturellement, c'est dans les mœurs de la ville d'avoir des logements chers et c'est dans les mœurs de notre ville d'avoir des logements pas chers. Ça veut rien dire sur la qualité du logement, ça veut rien dire sur la qualité de la ville ou de la vie. Pas du tout, mais c'est comme ça. Donc oui, il faut encadrer, mais partout. C'est un problème qui est partout, c'est pas juste dans les grandes villes. Faut instaurer un référendum d'initiative citoyenne, oui. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que vous connaissez, mais bien sûr, je suis pour la démocratie participative. Donc évidemment, je peux que être pour le RIC. L'uniforme scolaire doit être rendu obligatoire dans les écoles. Si l'école a accès à foutre de broder des uniformes en club de broderie et qu'on propose aux élèves de le mettre, pourquoi pas, hein. Mais s'il s'agit, je rigole, mais s'il s'agit d'imposer une tenue par établissement pour tous les élèves, non. C'est complètement prouvé que c'est de la merde l'uniforme, que ça ne réduit pas les inégalités, et en plus ça crée une sorte d'appartenance bizarre à son établissement scolaire, comme si son établissement scolaire c'était vraiment une... l'établissement était une partie importante de notre vie, alors que ce qui est important c'est l'éducation. Mais bon, ça l'établissement scolaire c'est quelque chose aussi, hein. Parcoursup doit être supprimé. Moi j'ai jamais été touché par la question, mais littéralement toutes les personnes à qui j'en ai parlé de ma génération et de tout ce qu'on a entendu, j'en ai entendu toujours et uniquement du mal. Donc oui, et le mal que je l'ai entendu, il était fondé, hein, bien sûr, donc oui. La France doit réduire sa présence militaire en Afrique? Oui. Bah, après là on est sur des questions, soit il y a des questions de terrorisme, donc est-ce que c'est en intervenant à l'extérieur qu'on résout la question du terrorisme ou c'est en travaillant sur la stabilité des pays en question pour eux-mêmes, dissoudre de l'intérieur toutes ces organisations-là? Et est-ce que deuxième question, est-ce qu'on préfère envoyer militairement des gens pour détruire cette organisation ou renforcer notre sécurité intérieure tout en n'imposant pas un contrôle hyper, resserré sur les habitants? Ça c'est un truc et puis après en Afrique, il y a aussi des intérêts malheureusement,
presque coloniaux de ressources ou quoi que ce soit, qui font que oui, si c'est ça, encore plus. Et après, il y a le fameux «on garantit la continuité» et cetera, mais c'est faux. L'Afrique est un continent qui est noyauté par du post-colonialisme qui veut garder la main, sans parvenir à vraiment y arriver. L'Afrique, en tant que continent, prend de plus en plus une indépendance et une place forte sur terre. Et pour ça, elle y arrive en nouant des partenariats commerciaux et en s'émancipant d'un point de vue commercial avec des puissances qui ne plaisent pas à nos puissances, à nous, qui regrettent l'époque coloniale. Par conséquent, cette présence militaire-là est probablement la plus insupportable parce que c'est eux qui orchestrent une fragilité en laissant cette présence, tout simplement, et en ne permettant pas une indépendance. Et en permettant pas, du coup, de travailler sur des échanges, d'égal à égal. Dans ce contexte-là, non, il faut absolument enfin oui, il faut absolument qu'on réduise la présence et non, il ne faut pas de présence militaire en Afrique et ailleurs. Dans tous les cas où ça pourrait être pareil, c'est principalement en Afrique, hein, mais n'importe quel autre continent qui serait dans la même situation, je dirais la même chose. Il faut imposer des quotas de parité hommes-femmes dans les directions de grandes entreprises. Oui, bah, quotas de parité hommes-femmes partout, hein. Il faut interdire les vols intérieurs remplaçables par un trajet ferroviaire. Oui, je suis pas contre l'avion, mais il faut, poser la question: «Qu'est-ce qu'on fait en train? Qu'est-ce qu'on fait en avion?» Par exemple, en train, on peut faire un trajet intérieur. En avion, ça sert à rien. En train, on peut traverser un pays, 2 pays, 3 pays. Après là, ça fait beaucoup. Donc du coup, peut-être que pour la suite, on passe sur un avion, si on fait vraiment un grand tour. Mais on peut faire théoriquement 3 pays, quand on a un réseau ferroviaire qui est bien entretenu, quand on a une, concordance entre les différentes normes ferroviaires, notamment sur, l'écart des rails. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent pas mal, donc je m'y connais un petit peu. Et puis quand on a du matériel et des équipes qui sont prêts à faire ce qu'il faut, parce qu'on les met dans les conditions pour. Donc dans ce contexte-là, oui, bien sûr, évidemment. Et du coup, on réduit drastiquement l'aviation et l'activité, aéronautique, et à ce moment-là, on le problème de la pollution que créent les avions se pose beaucoup moins parce que certes, ça pollue toujours autant, mais à une échelle tellement réduite, avec moins de vols et avec beaucoup plus de personnes qui volent dedans pour un endroit où ils pourraient vraiment pas aller autrement, que ça ne pèsera plus du tout pareil dans la balance finale sur le «dégât» que ça fait entre guillemets. Et puis, rien n'empêche de trouver des technologies pour faire autrement que ce qu'on fait actuellement. La détention provisoire doit être limitée. Ah, waouh, là-dessus, je sais pas vraiment. Là, si on parle de procédure, de police et du code pénal, je sais que la détention provisoire est quand même justifiée par un bon nombre de trucs, que c'est très surveillé, mais j'ai pas plus d'infos. Vous avez le droit, il en avait parlé, mais ça fait un bon moment, j'en souviens plus. On est à la moitié. L'État doit embaucher massivement dans les hôpitaux et l'éducation nationale. Oui, bah oui, évidemment, il faut embaucher parce que là, la situation, c'est un hémorragie de l'intérieur. Pardon de la blague, enfin pas de la blague, c'est pas de la blague, mais du jeu de mots, mais surtout dans les hôpitaux. Donc oui, c'est terrible, enfin, surtout dans les hôpitaux, aussi dans l'éducation nationale, hein, mais c'est encore plus visible dans les hôpitaux. Et oui, il faut massivement embaucher des gens qualifiés et donner les moyens une fois qu'on a embauché des gens. Parce que vrai, si c'est des gens qui se regardent dans les yeux et qu'ils n'ont pas quoi faire et qu'ils ont qu'une seule seringue dans le service, oui, effectivement, ça sert à rien. Oui. Ils ont que deux, trois masques et ils ont qu'une seule blouse qu'ils doivent remettre 3 jours d'affilée alors qu'ils sont 10. Oui, effectivement, ça sert à rien. L'État doit augmenter significativement les subventions aux clubs sportifs, amateurs et aux associations locales. Ouais, complètement. Il faut soutenir la vie locale le plus possible. L'intelligence artificielle doit être fortement encadrée par la loi. Oui, bah oui, évidemment que l'intelligence artificielle doit être encadrée. Et l'intelligence artificielle, c'est largement plus large que ce qu'on voudrait nous faire croire, notamment avec juste les chatbots et merde, comment on appelle ça les intelligences artificielles qui rédigent des textes, comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est un terme. Bon, j'ai perdu le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Les travailleurs des plateformes Uber, Deliveroo doivent être requalifiés en salariés. Oh oui, bah oui, oui, avec tout ce que ça implique, évidemment. Si c'était simple. Si c'était simplement un système qui met en relation une personnalité avec un restaurant et en freelance, un livreur s'occupe de récupérer et de nous ramener, simple, il n'y aurait pas de logo Uber Eats sur leur truc, qu'on appelle ça, leur sac. Il n'y aurait pas une promotion d'Uber Eats partout, ce serait juste une plateforme de freelance. Et les gens seraient avec leur nom, prénom, avec le matériel qu'ils veulent, et le premier qui chope le truc, il va la chercher. Et puis il fait sa soirée, il se démerde pour faire son truc en freelance. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Uber se comporte dans tout un tas de choses comme un employeur sans en être un. Et ça précarise énormément leurs employés. Et je trouve ça dingue que ce ne soit pas encore un sujet qui a été concrètement débloqué, pas mis sur la table, ça a déjà été discuté, mais concrètement débloqué, parce qu'en termes de droits de l'homme et du travail, je crois que les syndicats auraient tout un tas de choses à faire. Et je crois qu'en plus,
partout où on est, peu importe le camp politique, bon, il y a certains camps politiques qui s'en satisferont en fait, mais la plupart des camps politiques, même ceux qui se revendiquent du travail en plus, hein, les LR et toutes ces conneries là, ceux qui se disent oui, ouais, nous le travail, voilà, c'est important la valeur travail, etc. Bah, là, il n'y a pas plus bosseur dans leur définition du terme qu'un livreur Uber ou des Deliveroo, hein. Bah, il faudrait aussi qu'ils le portent, mais c'est pas le cas. Et ça me surprend beaucoup. Donc, faudrait que ça change au plus vite parce que bah, plus le temps passe, plus les gens souffrent, hein. Il faut réformer les traités européens pour y inclure davantage de protection sociale. Bon, je suis pas sûr qu'on. Faisons-le déjà à notre échelle nationale et après à l'échelle de l'Europe. Bah voilà, enfin, de toute façon, ça revient sur ce que je disais sur l'Europe avant et de la place qu'on donne à l'Europe et du sens qu'on donne à l'Europe aujourd'hui. La sécurité sociale doit prendre en charge 100% des frais de santé. Oui, à bas les mutuelles, déjà. Et oui, la santé devrait être complètement gratuite, comme l'éducation. L'AME pour les sans-papiers doit être supprimée. Non, il faut pouvoir soigner tout le monde. Par pitié. Au pire, si on supprime l'AME, pardon, je vais être méchant, mais au pire, si on supprime l'AME, supprimons tout court l'accès aux soins pour les personnes sans papier. Tout simplement. On dit, oh bah non, t'as pas de papier, tu te soignes pas chez nous. Tu te soignes là d'où tu viens, là où t'avais des papiers, pas chez nous. Non, non. Mais en fait, l'AME leur permet de se soigner. C'est ce qui permet de se soigner. Si tu supprimes l'AME, concrètement, tu supprimes l'accès aux soins. Donc va plus vite et dis, on fait pas de soins pour les sans-papiers. Ah mais non, mais c'est pas humain, la santé, ça soigne tout le monde, etc. Bah du coup, laisse l'AME. Voilà. La taxe carbone doit être augmentée. Waouh, la taxe carbone, moi je la connais que pour Marco Mouli. Alors du coup, je veux dire que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce que ça donne vraiment sur l'impact que ça peut avoir, notamment sur son but premier qui est quand même d'essayer d'engroger des fonds et des enveloppes qui peuvent être redistribués dans la transition énergétique. La France doit soutenir davantage l'Ukraine militairement. Bah, c'est ce que je vous disais. Dans l'état actuel des choses, non. Du coup. La législation pour le GPA doit être légalisée en France? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La TVA sur les produits de première nécessité doit être supprimée? Non. Non, parce que c'est pas parce que c'est un produit de première nécessité qu'il faut pas que ce soit taxé. C'est pas grave que ce soit taxé. Que la taxe elle soit à 5,5, à 20, peu importe, c'est pas grave. Le problème, c'est pourquoi est-ce que même un produit de première nécessité, qui plus est, qui devrait pas être très cher, pourquoi est-ce que on doit se dire il faut aller jusqu'à supprimer la TVA sur ces produits-là, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est permettre aux gens d'avoir les moyens d'aller chercher ces produits-là. Donc s'il faut, c'est rogner sur les marges, toujours les marges. C'est les marges la question de toute façon. Donc pour revenir, là-dessus, la TVA sur les produits de première nécessité doit être supprimée. Pas du tout d'accord, ouais. Alors après, la question plus globale, c'est où est-ce que l'État va chercher ses recettes fiscales? Est-ce que c'est juste dans des impôts? Est-ce que c'est dans, de la TVA sur des produits, alimentaires, sur des services? Là, c'est plus large, mais là, waouh, j'ai pas les capacités fiscales pour parler de où est-ce qu'on pourrait aller chercher l'argent. Est-ce qu'en fait, là, on pourrait supprimer la TVA et la remplacer par un autre type d'impôt et de contribution? Je sais pas, peut-être. Là, je sais pas. J'ai pas ces infos-là, mais sur la base actuelle, moi, c'est ce que je vous dis. L'État doit pouvoir bloquer les réseaux sociaux en cas de trouble à l'ordre public. Non! What the fuck? Et puis après, ils vont bloquer les radios et la télévision en cas de l'ordre public. Et vous inquiétez pas, quand tout est revenu dans l'ordre, on vous remet le jus. Non, par pitié. Il faut créer davantage de places de prison. Alors, je ne sais pas comment sont calculés le quota place de prison habitants. Je ne sais pas par rapport à quoi c'est dû. Parce qu'en plus, nécessairement, ça va être lié à la façon dont on juge. Je suis contre la surpopulation carcérale. Donc, si on crée plus de places et que ça permet de l'éviter, oui. Mais je pense que de base, l'incarcération pourrait être évitée à pas mal de personnes et être mieux travaillée pour pas mal de personnes, ce qui ferait qu'il n'y aurait peut-être pas forcément besoin de créer plus de places. Il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Oh bah non. Ah bah, en plus, je pense que dans l'Union européenne, c'est principalement au sein de l'Union européenne qu'il y a du bordel, hein. Quand on voit les trafics, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'organes, et trafic de contrefaçon, une grosse partie est inter-Europe et après oui, il y a une partie surtout sur la contrefaçon qui peut venir d'autres États, y compris de Chine, mais là normalement c'est déjà un travail qui est effectué par les douaniers, donc je vois pas pourquoi il faudrait renforcer. Donc plutôt pas d'accord, voire même pas du tout d'accord, parce que je j'ai vraiment aucun exemple là qui me pousserait à dire que potentiellement on pourrait. Une partie des services publics devrait être ouverte à la gestion privée. Non, du coup, hein. La France doit accueillir davantage de demandeurs d'asile. Bah, c'est pas enfin, on doit accueillir les gens qui viennent nous voir. Après, la question de la place, c'est une fausse question. Il y a une question du logement, il y a une question on peut théoriquement décider de loger à l'infini, d'occuper chaque mètre carré avec un logement. Ce qui fait qu'on pourra accueillir encore plus de monde et là, quand on sera plein, effectivement, on pourra plus accueillir de monde. La question de l'accueil, c'est pas tellement ça, c'est dans quelles conditions on peut accueillir et est-ce qu'on peut bien accueillir, 10 000? Oui. 100 000? Oui. 1 million? Plus compliqué. Et là, bah, on se dit: «On peut accueillir tant de personnes de manière correcte»
et une fois que la personne est intégrée et qu'elle a augmenté le socle, vu qu'elle finance par les impôts l'objet, l'enveloppe qui permet d'accueillir et renouveler, elle est augmentée, donc on peut accueillir plus de monde. Ouais, concrètement, c'est ça. Et après sur l'aspect, logement, là, c'est plus large. Je veux dire, est-ce qu'on stoppe toute nouvelle construction en France? Mais du coup, on met un cap à notre démographie, ce qui est peut-être pas plus mal, j'en sais rien. Soit on met pas de stop et à ce moment-là, on peut accueillir à l'infini, en fait, par entre guillemets «vague de rentrée» chaque année, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire que les gens peuvent pas séjourner sur le territoire en attendant, hein, attention, hein. C'est juste que l'intégration concrète, elle sera plus longue, elle sera plus limitée par ces quotas-là, tandis que si c'est juste le vivre sur place, oui, là, il y a encore assez largement cette place pour accueillir à peu près tout le monde, si c'est juste ça. Après, du coup, je viens de me rendre compte que la question, c'est la France doit accueillir davantage de demandeurs d'asile. Dans demandeurs d'asile, il y a le fait qu'ils sont pas encore, entre guillemets, les deux mots que j'allais utiliser sont très problématiques. Bah, ils sont pas encore régularisés. Donc j'ai dit que on pouvait accueillir tous ceux qui demandaient. Donc oui, du coup. Il faut réduire significativement l'immigration. Par contre, ça veut dire que ceux qu'on accueille sans qu'ils soient, on va dire, régularisés, ne peuvent pas bénéficier de tout ce que peuvent bénéficier ceux qui sont régularisés, évidemment, parce ils n'ont pas tous les avantages sociaux français, puisque les avantages sociaux français sont aussi en partie dus aux impôts qu'on demande aux Français. Donc si on n'est pas français, on ne peut pas encore avoir tous ces avantages. On peut en avoir une partie, mais pas tous. Par contre, ça veut dire qu'ils peuvent être là en attendant d'être intégrés dans le peuple français d'un point de vue citoyenneté, hein, purement. Et à ce moment-là, pour ça, bah, comme je l'ai dit, on fait des vagues chaque année, 500 000 ou 1 million de personnes par an. Il faut réduire significativement l'immigration légale en France. Bah, du coup, non, pas du tout d'accord. Les budgets consacrés à la culture doivent être augmentés. Alors ça, mais pareil, je sais pas répondre à ce genre de questions. J'en sais rien, moi, si le budget, ça se trouve, on a une enveloppe parfaite pour la culture, elle est juste hyper mal utilisée, j'en sais rien. Donc, oui, en tout cas, la culture doit être beaucoup plus mise en avant. Oui, il faut du budget pour, et oui, il faut qu'il soit bien utilisé. Maintenant, est-ce que là, ça doit être augmenté? Je sais pas. Ça, je sais pas. La France doit accroître son aide au développement des pays du Sud. Heu, En fait, comme j'ai dit, si on a un lien avec un pays où on s'entraide, on se respecte, on fait parfois, s'il y a besoin, des dons matériels, financiers, d'équipements, de personnel, et cetera, et on crée quelque chose comme ça. Cibler spécifiquement les pays du Sud, alors si c'est par rapport à l'histoire coloniale, pourquoi pas? Mais comme je vous ai dit, en fait, on se rend assez vite compte, pas sur les pays, du nord de l'Afrique, mais sur tous les autres, que là-bas, ils ont dit: «Oui, on a été colonial, on arrête, mais du coup, pour vous aider à vous stabiliser, on va vous envoyer de l'argent et cetera», et en fait, ça arrive jamais à se stabiliser, mais parce qu'ils orchestrent la déstabilisation. Et quand j'entends des gens, et ça pareil, ça me paraît dingue. Quand j'entends des gens dire: «Non mais ça fait 50 ans qu'on leur envoie de l'argent, ils ont toujours des dictateurs, ils arrivent jamais, à se stabiliser, il y en a marre, ils sont bêtes, ils arrivent pas à faire leur gouvernement, ils arrivent pas à faire vivre leur démocratie et cetera». Mais vous pensez réellement que plusieurs pays, pendant 50 ans et plus, abrite des peuples assez bêtes pour ne jamais réussir à rompre un cycle? Mais on est où? Ça n'existe, à part dans les royautés, ça n'existe pas, mais ça fait bien longtemps qu'on n'y est plus. D'autant plus qu'on est censé justement être là pour veiller à ça. Donc ça ne peut pas être lié à ça. Et puis de dire que l'ensemble d'un peuple est bête et qu'il n'arrive pas à garder son pays stable, non seulement c'est un manque d'empathie envers les gens qui habitent là-bas et l'histoire de ces pays, mais surtout c'est une forme de racisme, hein. Parce que, excusez-moi, ce qui est sous-entendu, c'est: «Ah, ils sont cons, c'est noir, ils n'arrivent pas à avoir un gouvernement, ils n'arrivent pas à être stables. Vous voyez, on avait bien raison de garder l'époque coloniale, on aurait dû garder parce que maintenant on leur envoie de l'argent, mais ça ne nous sert même plus». Et bah, ces gens-là, allez vous faire enculer. Allez vous faire foutre, pardon. Donc, pardon, ça m'a énervé, mais c'est un truc qui me saoule parce que je trouve que c'est un mépris bête, quoi. C'est un mépris méchant. Et donc, pour revenir sur cette question, il faut aider chaque pays qui le demande, et avec qui on a un lien. On peut peut-être voir enfin, je veux dire, pour avoir une institution mondiale qui proportionne les aides, je crois que ça existe déjà. Mais si on doit avoir des aides privilégiées, il faut que ce soit quelque chose avec qui on a un lien particulier et quelque chose qui soit vraiment constructif. Donc je vais être partagé là-dessus, mais je suis vraiment pas contre l'idée d'aide, par contre, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il faut réformer la police pour améliorer les relations avec la population. Oui. Oh bah là oui, c'est ce qu'on disait nous dans l'UGV, polito-proximité, etc., complètement. La France doit appliquer les mandats d'arrêt de la CPI, y compris contre des dirigeants de pays alliés. Oui. Par pitié, Netanyahou, qui survole la France et qui n'est pas arrêté, mais à quoi ça sert qu'on soit dans la CPI si on ne le respecte pas? Juste, on quitte la CPI à ce moment-là. Ça me Enfin bon, dès lors qu'elle n'est pas s'il est pas arrêté, c'est parce qu'elle est pas écoutée, si elle est pas écoutée, c'est parce que ça va pas dans le bon sens.
Si demain, c'était un dictateur, iranien qui faisait la même chose, il serait arrêté parce que ça irait dans le sens de la France, des alliés occidentaux. Si la CPI ne va pas dans leur sens, et qu'il dirait: «Il est tout clean», il dirait: «Oh bah, c'est n'importe quoi la CPI là, scandale». Mais puisqu'en l'occurrence, il s'agit d'un de leurs alliés et que la CPI dit: «C'est pas bien», ils disent: «Non, nous on n'écoute pas, donc on n'arrête pas». Bon, bah, très bien et ça les écoute que quand ça les arrange. OK. En même temps, ils ont pas de sanctions et en même temps, ils risquent rien puisque la CPI, c'est ni plus ni moins que l'accord de bonne foi des pays pour se mettre d'accord sur une justice, internationale. Donc à partir de ce moment-là, il y a pas de contrainte. Donc oui, bah, oui, effectivement. Le droit de grève dans les services publics doit être limité? Non. Le droit de grève, c'est un des droits fondamentaux. Il me semble même de la déclaration, non pas de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais un droit fondamental de la Constitution. Et par conséquent, il doit être limité. En aucun cas, le mot limite ne doit pas être apposé au mot droit de grève, hein. Et c'est pas parce qu'on fait un métier qui est plus prioritaire qu'on n'a pas le droit d'être en grève. Au contraire, c'est un truc que j'ai toujours dit. Là, si les ambulanciers demain, ils veulent une évolution, tous les ambulanciers de France, ils se disent à 10 h, on se met en grève. C'est horrible ce que je veux dire. Ils ne prennent plus les appels, ils ne se déplacent plus. En 5 minutes, on accède à leur vraiment en 5 minutes, hein, on accède à leurs revendications et ce sera 5 minutes où il y aura de milliers de personnes qui seront morts par contre, pour leurs revendications et vous voyez aussi pourquoi ça n'arrivera jamais, parce que les personnes qui font ce métier, bah, elles sont motivées par le fait d'aider, mais par le fait de permettre aussi à une vie de se poursuivre ou de se finir dans les meilleures conditions possibles. Donc pour leurs revendications, un tel coût humain, c'est inacceptable. Mais c'est là où on se dit, ils ont quand même une éthique incroyable et l'État n'est pas foutu de matcher leur éthique et de se dire: «Ah, eux, ils peuvent pas faire grève comme les autres, donc quand ils font grève, faut vraiment qu'on les écoute parce que ils peuvent pas avoir autant d'impact». Tu dis: «En fait, on veut les pousser, au bout, en fait». C'est terrible. Bref, il faut imposer un médecin nouvellement diplômé dans une première affectation dans les déserts médicaux. Oh, c'est précis. Non, je voudrais juste avoir des systèmes d'affectation de médecins là où il faut. En correspondance avec le choix d'une zone. Après la ville précise, il faudrait remplir tous les trous et peut-être avoir moins de concentration à des endroits, déconcentrer et que chaque ville, par rapport à sa densité, ait le médecin qu'il lui faut. Et après, bah oui, ça joue à la fois dans ceux qui existent, ceux qui ont déjà des cabinets, mais qui pourraient peut-être partir, à 2-3 patelins à côté et ça aiderait bien plus ce patelin que là et eux, ça leur changerait pas grand-chose. Heu et ceux qui disent: «Oui, mais vous comprenez, on fait pas notre métier pour ça, machin et cetera et tout». Bah, votre métier, c'est d'aider les gens. Faut aller là où les gens, ils ont besoin d'aide et si c'est pas sympa et ben, il faut changer de métier et quand ça fait 10 ans d'études et qu'il y a la loi qui passe, bah, désolé, il faut appeler son député, lui dire: «Moi, je suis pas d'accord avec cette loi», lui expliquer pourquoi et aux prochaines législatives, on sait pour qui voteront tous les médecins qui seront contre les affectations. C'est comme ça que ça marche la démocratie. Mais l'affect, ça n'a pas vraiment de place. Pour moi, en tout cas. Donc, dans ce contexte-là, nouveau diplômé, oui, encore une fois, je vais pas être méchant, je vais mettre tout à fait d'accord, mais, à nouveau, aussi les anciens. La publicité pour les produits nocifs pour la santé, alcool, tabac, malbouffe, doit être davantage restreinte. Bon, oui, la publicité après, c'est souvent pour promouvoir de la merde. Oui, bien sûr, mais il y a plein d'autres trucs qui devraient être, interdits, enfin restreints dans la publicité, alors il y a pas mal de choses qui sont faites, il y a les petits mots obligatoires, les petites formules en bas, les textes et cetera, mais de manière générale, il faudrait par exemple, interdire je sais pas si on fait un truc de paris d'argent, de faire un truc par exemple que factuel, où tu as droit à une voix off, un fond de couleur uniforme, on met un petit chart graph une petite cha un cahier des charges comme ça, et pas plus de 20 secondes, pas de musique trop entraînante, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça leur donnera même plus envie de faire de la pub et ils arrêteront et la pub restera pour des choses qui sont pas de ce style-là, même si à nouveau la pub, encore une fois, de promouvoir quelque chose, c'est pas une mauvaise chose, mais de faire la publicité de quelque chose, ça veut dire aussi en faire l'abstraction de ses mauvais côtés. C'est pas la même chose que de promouvoir et de faire d'organiser des promotions, par des spots publicitaires, par des spots, pardon, télé ou quoi que ce soit, pourquoi pas? Mais la publicité de manière générale, c'est à abattre, c'est un ennemi pour moi. Enfin bon, il faut établir des peines planchers pour les récidivistes. Je ne sais pas ce que c'est que les peines planchers, navré, je connais ce terme, je sais que c'est lié à Sarkozy, mais je ne sais pas ce que c'est. Il faut passer à une 6 république. Ouais, je trouve qu'on a largement, mais largement atteint les limites de la 5 république et que c'est pas une question de revenir à la normalité, c'est une question
de prévoir un cadre où on invente une nouvelle normalité. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi les idées d'avoir des républiques qui s'enchaînent avec des très longs laps de temps, mais qui s'enchaînent. C'est de s'améliorer à chaque fois par rapport à des choses qu'on n'avait pas prévues et un jour peut-être là, vous voyez, cette république, ça a été la plus longue, elle a duré tant de temps. Peut-être que si on fait une sixième, elle durera encore plus longtemps. Et une septième, encore plus longtemps. Il y a un moment, en fait, il faudra énormément de temps et des changements, mais plein de mini changements qui s'accumuleront sur des dizaines et des dizaines d'années pour changer de république. Et encore, ça se trouve, on inventera un système qui permettra, sans ça, de pouvoir changer. Ce qui fait que oui, il faut passer à une sixième république et il faut toujours emmener l'humain à faire mieux parce que je ne crois l'humain, pour moi, n'est pas tout à fait condamné à répéter les mêmes erreurs si on améliore le cadre qui permet de créer quelque chose de positif et qui fait donc qu'on ne se jette pas vers les mêmes erreurs. Et pour améliorer le cadre, il faut passer à une sixième république, j'en suis convaincu. La justice doit être plus indépendante du pouvoir exécutif. Oui, alors je sais pas, pour moi elle est déjà indépendante, mais je sais qu'il y a forcément il y a toujours des questionnements et des dérives. Et là oui, mais de manière, après ça c'est le principe de la non-concentration des pouvoirs et de manière générale, oui, le pouvoir exécutif doit tout à fait être neutre, être indépendant, le pouvoir exécutif pardon, la justice doit être neutre, indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir, législatif. Voilà. Les pesticides doivent être progressivement interdits. Encore une fois, sur mes champs, je ne mettrai pas du tout d'accord. Je pense que vous avez compris mon idée. Non, ils ne doivent pas être progressivement interdits. Ils doivent être interdits d'un coup. Mais si on fait ça, il faut soutenir les agriculteurs à côté. L'État doit renforcer et augmenter le financement de l'audiovisuel public. Ouais, bah tiens, le rapport Charles Aloncle et tout ce que ça a engendré comme réaction, comme questionnement, etc. Bien sûr, l'audiovisuel public, c'est hyper important. Moi, je vous ai dit, dans une part logique, on a 25% de public, 25% de privé, 50% de coopérative. Et dans les 50% et dans les 25% de public, il faut mettre les moyens pour que l'État représente, comme partout, puisque ces structures ont aussi, une sorte de norme. L'aspect sur, ça, c'est que ça pourra jamais être une norme, de contenu et de programmation parce que ce sera toujours non seulement subjectif de ce qu'on aime, mais aussi parce que ce sera, toujours influencé, par une direction qui est elle-même nommée par le pouvoir exécutif, donc il y a toujours une infusion quelque part. En revanche, ça doit être une norme au moins dans la technicité et dans la déontologie. Ça serait le mieux. Il faut augmenter les impôts sur les très grandes fortunes. Oui. Ah oui, pour le coup, tout à l'heure, je vous ai dit que je ne savais pas vous parler de fiscalité pour les sociétés ou je ne sais quoi, et que ça dépendait du modèle. Sur les très grandes fortunes, il n'y a aucun doute. Et je vous ai dit dans mon modèle aussi, pas de souci, tout le monde a un revenu minimum. Si toi, avec ton entreprise, tu te fais 3 000 € en plus par mois, alors que la plupart des gens, ils sont que 200 € en plus par mois, pas de problème. Mais du coup, t'inquiète pas qu'à la fin de l'année, tu seras taxé. Donc, tu as intérêt à prévoir, enfin, tu seras imposé, tu as intérêt à mettre de côté. Ou alors, l'argent de l'année prochaine, il faudra le mettre là-dedans, comme tu veux. Il faut faciliter la construction dans les zones protégées pour répondre aux besoins de logement. Faciliter la construction dans les zones protégées. Ah non, bah non, bah c'est ce que je vous disais. Réhabilitons, rénovons avant d'aller chercher des nouvelles terres. Et encore moins dans les zones protégées. Genre, si encore on doit construire dans d'autres terres, pourquoi pas, mais pas dans les zones protégées, par pitié, tout sauf ça. La taxe sur les transactions financières doit être augmentée. Je sais pas ce que c'est. Navré. Le droit à l'aide à mourir, assistance médicale pour mettre sa vie, doit être légalisé en France. Oui, mais là c'était du political skills, donc je vais pas me répéter. La France doit maintenir des relations diplomatiques avec la Russie. Je me demande si c'était pas du political skills aussi ça, mais oui, il faut maintenir des relations diplomatiques avec tout le monde. Il faut jamais rompre les relations diplomatiques, y compris quand il y a une guerre. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il y a une guerre, donc tu rompes tes relations diplomatiques. Non, au contraire. Au contraire, parce qu'il faut toujours une discussion des diplomates pendant la guerre, pour être honnête l'un vers l'autre sur les bilans, même si bien sûr ça fait partie de la stratégie de la guerre entière, mais sur les bilans, sur les circonstances, etc. Mais aussi parce que ça permet de dire on est toujours capable de communiquer et la lubie de certains qui veulent faire la guerre, on va dire, obligatoirement la position globale d'un pays. Et en plus, ça permet de résoudre le conflit pendant qu'il a lieu. Donc bien sûr, il faut tout le temps garder des relations diplomatiques. Rompre les relations diplomatiques, je sais que c'est un signal, mais c'est un signal qui n'amène qu'à la guerre. Et on ne peut pas vouloir envoyer un signal qui amène à la guerre par pitié. On n'envoie aucun signal avant la guerre. Et la guerre, ça ne doit être qu'une réponse à une agression mesurée. C'est tout. La guerre, ça ne doit jamais être l'agression. En tout cas, quand on est censé être du bon côté de l'armement, si tant est que l'armement possède un bon côté, bien sûr.
Les subventions publiques aux écoles privées sous contrat doivent être supprimées. École privée, contrat, pas contrat, à partir du moment où c'est payant et que l'accès à l'éducation est payant, je suis complètement contre, d'autant que c'est très élitiste, d'autant que c'est lié à la religion. Donc je vais dire que je suis, d'accord, ça doit pas être subventionné et ça devrait même être interdit. Les étrangers en situation irrégulière doivent être expulsés systématiquement. En situation irrégulière, bah, c'est complexe comme question, comme je vous ai dit, pour moi, il faudrait des vagues d'inclusion et les personnes qui sont sur le territoire sans être, citoyens français, en cas de le devenir, devraient pouvoir, dans le civisme, hein, je parle bien, devraient pouvoir rester sur le territoire sans pour autant avoir l'intégralité. Si maintenant ces gens qui restent sur le territoire commettent des infractions, ce genre de choses, je pense pas que l'expulsion, vers le pays d'origine est une bonne idée. Moi, je pense que la chose plutôt, c'est de faire justice. Et si la personne, on peut présenter aussi ça à la personne, c'est de lui dire voilà, étant donné que tu n'es pas citoyen français, tu as deux choix, puisque tu es quand même sur notre territoire. Soit tu te soumets à la justice française, tu es jugé pour la justice française pour l'acte que tu viens de commettre. Soit tu t'y refuses, mais dans ce cas-là, tu es expulsé du territoire français et tu ne pourras plus y retourner, sauf si tu te remets à nouveau au jugement des faits qui t'ont été reprochés à tel moment. Et peut-être que le jugement l'innocentera d'ailleurs. Je trouve que ce serait la façon la plus saine de traiter la chose. Donc systématiquement, pas du tout d'accord. Une taxe sur la fast fashion, vêtements produits à bas coût à l'étranger, doit être instaurée. Ouais, mais c'est pareil. Alors là, c'est la même chose. C'est je sais pas moi où les taxes doivent être instaurées ou pas, sur l'intégralité des produits, sur les moindres petites choses qu'on peut acheter, sur tout, sur rien, là, c'est plus complexe. Les étrangers devraient atteindre 5 ans avant d'accéder aux aides sociales. Non. Non, et d'ailleurs, je reviens à ce que je disais, quand je vous dis une intégration citoyenne et d'obtenir une civilité française dans le processus annuel d'un certain nombre de quotas. Voyez-le comme obtenir la nationalité française, hein. Je parle vraiment d'obtenir la nationalité française. Il ne faut pas se battre pour obtenir la nationalité française. Il faut se calmer à un moment. Et donc, il ne faut pas non plus attendre 5 ans. Par contre, il faudrait effectivement la nationalité française pour bénéficier des aides françaises, tout simplement. Les réseaux sociaux doivent être tenus responsables. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines aides qui peuvent être affectées aux personnes qui viennent parce qu'elles seront dans une précarité énorme et elles doivent quand même avoir un minimum, mais elles ne pourront pas obtenir le maximum donc elles ne sont pas françaises. Et elles ne seront pas françaises avec un quiz ou avec un test. Elles seront françaises quand la France sera en capacité de les accueillir, tout simplement. Et on dit, bah, chaque année, on peut accueillir tant de personnes, tout simplement. Voilà. La capacité à accueillir, elle doit pas être calculée. Ça aussi, elle ne doit surtout, surtout pas être définie par un organe politique, hein. Surtout pas, hein. Elle doit être définie par un organe technique qui analyse 2 choses: la capacité matérielle à accueillir, en termes de lits d'hôpital, en termes de tout ça, et la capacité financière à accueillir. Mais jamais, 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 ni les assemblées, ni le gouvernement, ni les collectivités doivent être en mesure de se prononcer sur le sujet, pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur moyen d'être fasciste et de dire: «Oh oui, on accueille des gens, on accueille 1000 personnes par an». Voilà. Non, c'est évidemment pas réaliste par rapport à la technicité. Ça doit être ça doit être un organisme indépendant, strictement indépendant, et qui est technique, de techniciens simplement, qui disent: «OK, on coche les cases pour tant de personnes cette année». Et les cases, elles sont mises en place par qu'on appelle ça le coût des choses par rapport au nombre de personnes qui vont arriver, tout simplement. C'est pas plus complexe que ça. Et le chiffre qui décide, il doit pas être voté, il doit être imposé. Ça doit être aussi important. Les réseaux sociaux doivent être tenus responsables des contenus préjudiciables publiés par leurs utilisateurs. Ah bah oui, ah oui, à un moment tu fais de la modération et les utilisateurs utilisent ta plateforme pour partager leur vie, mais ça reste ta plateforme. D'ailleurs, ça te gêne pas que ce soit ta plateforme quand tu te fais des dividendes de maxi fou fou. Donc non, non, bah, pas de souci. Il faut faciliter le regroupement familial. Oui, c'est horrible. C'est juste horrible d'être séparé. Et je le dis avec le sourire parce que j'ai une anecdote qui vient d'y repenser. C'était une proche à moi qui a travaillé dans la fonction publique toute sa vie, mais pas que dans la fonction publique, aussi dans l'associatif, entre guillemets «d'État», c'est-à-dire des associations avec agrément et aussi dans le social toute sa vie. Qui a finalement très peu travaillé pour le privé dans sa vie. Elle a, mais très peu. Quelqu'un qui a une grande carrière, une belle carrière, et quelqu'un qui a travaillé un moment au CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et elle m'en a raconté des choses, sur des familles séparées, qui sont vraiment dures,
et je ne comprends pas comment on peut être contre le regroupement familial, en fait. Je comprends pas. Pour moi, c'est même un jugement de valeur de la façon dont le processus d'immigration s'est fait et c'est de se dire: «Mais c'est limite, bah, soit ils arrivent ensemble, soit ils arrivent pas ensemble et on les regroupe pas». Mais tu sais comment ils sont arrivés déjà? Est-ce que tu sais qu'ils pouvaient peut-être pas venir ensemble pour telle raison? Est-ce que tu sais le prix d'un passeur, l'état dans lequel ils font? Est-ce que tu sais que parfois ils doivent passer des pays en guerre et que c'est l'étape la plus dangereuse, c'est même pas la mer, c'est ça? Non? Tu sais pas? Bah non. Bah non, toi tu tonds ta pelouse, c'est le seul passage que tu fais, toi. Faut baisser les cotisations patronales. Non. Bon, plutôt pas d'accord. À nouveau, fiscalité, est-ce qu'on peut mieux équilibrer et cetera? Je suis pas économiste, probablement pas, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, de manière générale, je suis contre l'idée de dire qu'il faut qu'on cotise moins de manière générale. Par contre, si on cotise moins qu'on cotise moins de manière générale. C'est comme pour les centrales nucléaires. Donc si on enlève une cotisation quelque part, il faut au moins qu'on la retrouve ailleurs, à un endroit où c'est peut-être plus justifié, à un montant où c'est plus justifié, tout simplement. Donc je veux dire, je suis plutôt pas d'accord parce que, bah, là, si moi je réponds juste que je suis pas d'accord, bah, en fait, c'est juste on enlève une cotisation et le reste, on s'en fout. La France doit instaurer des quotas d'immigration par nationalité. Non, bah non, la nationalité ne fait pas une immigration, ça c'est débile. La semaine de 4 jours, enfin, on n'est pas un musée à dire: «Ah beh, nous, on a au moins une personne de chaque nationalité dans notre pays». Ah, on n'est pas Big Mom, à Walker Island, pour ceux qui auront la ref. La semaine de 4 jours doit être généralisée. Oui, je vous l'ai expliqué en première question, je crois. Le port de signes religieux ostensibles doit être interdit pour tous les services publics, agents et usagers. Ouais, complètement. Parce que pour le coup, alors, la laïcité, c'est un gros sujet, et c'est souvent confondu avec, et j'en parlais déjà dans le Politiscale, donc je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais avec, l'aspect ostensible, et cetera. Mais à titre personnel, je suis complètement pour que l'État ne reconnaisse aucune religion. Par conséquent, il ne différencie pas, et ça va peut-être faire mal à certains, les religions d'une secte. Il va y avoir des dérives sectaires, mais pas les religions d'une secte. Je suis pardon pour, que, dans l'espace public, chacun puisse vivre librement la religion qu'il entend. Les gens se tapant trop sur la gueule, je serais d'avis de dire qu'il faudrait pas faire ça et que ce qui serait plutôt sain, c'est que personne ne montre rien. Mais dans un monde où les gens peuvent vivre ensemble, pourquoi pas? Hem, Par contre, je suis résolument contre que le service public, mais aussi dans les collectivités, hein, bien sûr, hem, heu et quelconque représentation de l'individu par rapport à sa religion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas contre qu'on voit l'unicité des individus dans le service public. Bah, parce qu'à un moment, le service public, ça ne peut pas être qu'une grosse machine, sinon on met des robots, on arrête de mettre des humains. En revanche, les convictions religieuses peuvent faire prendre des décisions, d'éthique, de morale, et enfin plutôt emmènent une éthique et une morale qui peuvent faire prendre des décisions contraires au sens du service public et là, c'est problématique. Ces décisions-là, on peut pas toujours les caractériser juste parce que tu portes un truc, bien sûr. Parfois c'est plus, implicite et un peu plus insidieux, mais il faut au moins que la personne qui arrive en face de toi et toi aussi qui arrive, tu te dises: «OK, là je parle au service public en tant que citoyen. Il y a rien qui compte d'un point de vue religion, donc je ne vais parler que de ça» et il faut que ce soit dans les 2 cas raccord, donc je suis d'accord. Le mandat présidentiel doit être limité à un seul terme. Tout à fait d'accord, je suis contre le mandat présidentiel de manière générale, mais si on doit rester sur le mandat présidentiel, par pitié, il faut un seul mandat. Ce qui ne veut pas dire que le mouvement ou le parti qui a présenté un candidat ne peut pas en présenter un autre au bout du mandat, mais au contraire, ça entraîne un roulement et ça donne tellement plus de poids au parti, au mouvement qu'au candidat. Et pourquoi le parti ou le mouvement a du poids? Pas parce qu'on a bien aimé l'ancien candidat ou la façon dont ils font campagne, mais parce qu'ils ont un programme. Un programme. Donc oui, je suis complètement pour. Les territoires d'outre-mer doivent obtenir davantage d'autonomie institutionnelle. Si c'est leur demande, oui, tout simplement. Et toute l'autonomie qu'ils ont besoin, jusqu'à l'indépendance s'ils la demandent. Parfois, ils vont pas la demander, parfois ils la demanderont. Et ben, c'est à eux de choisir et s'ils la demandent, il faut leur accorder et toute autonomie. S'ils disent: «Bah, nous on veut un fonctionnement classique, département, ville, communauté de communes, c'est tout et préfecture et c'est tout». OK. S'ils disent: «Non, bah, nous, on veut une assemblée locale», et en fait, c'est l'assemblée qui érige et qui prend les pouvoirs de, je sais pas, toutes les communautés de communes et du préfet et donc du coup, il y a pas de préfet et il y a pas de communauté de communes, il y a que la ville et l'assemblée elle élit, juste des gens ou alors l'assemblée, elle élit un président.
d'assemblée, mais qui est aussi du coup, le ministre de l'île. Enfin, il faut accorder par rapport au modèle qu'il préfère, le modèle qui est culturellement, historiquement le plus juste et le modèle qu'il souhaite et pour moi je me considère sincèrement compatriote de l'outre-mer. Je vais même vous dire quelque chose, je me considère sincèrement compatriote de la Nouvelle-Calédonie, qui est pourtant le territoire associé à la France, qui a un statut le plus particulier et qui est celui le plus proche d'une indépendance, entre guillemets. Hem et certains me diraient: «Mais on n'a même pas le même hymne, on n'a pas les mêmes équipes de foot, et cetera» et même certains sur place me diraient: «Mais on n'a rien à voir» et je leur dirais: «Oui, on n'a rien à voir. Par contre, on n'a rien à voir, attention. Si on a quand même beaucoup de choses à voir. Déjà, il y a l'histoire du pays qui fait que, puis aussi il y a des trucs culturels, traditionnels, et cetera qui sont partagés, hein. Mais on a un truc, dans tous les cas qui nous rassemble, c'est cette idée de citoyenneté et de civilité et il ne faut pas que la civilité empêche, si vous voulez, une relation humaine, culturelle et moi, je sais que mon pays, a eu, une action, désastreuse sur les territoires d'outre-mer et que les gens qui habitent les territoires d'outre-mer l'ont subi et ont été intégrés à mon pays. Ils ont une culture là-bas, qui leur est propre, qui est historique, tout comme nous, on a une culture du terroir. On est par contre tous sur le même blason, sous le même truc. J'attends plutôt, je comprendrais qu'ils attendent de moi que je leur soutienne dans leur autonomie, voire dans l'indépendance et j'attendrai de eux, qui sont les premiers concernés, que si un jour le Loir-et-Cher dit qu'il veut être indépendant, ils soutiennent le Loir-et-Cher. Et ensuite, une fois cette autonomie ou cette indépendance, eh ben, il y a des liens qui se font automatiquement parce qu'il y a un soutien dans l'autodétermination des peuples. Voilà, c'est tout. La France doit quitter l'OTAN. Oui, bah oui, toutes les alliances internationales de manière générale. Le service national SNU doit être rendu obligatoire. Non, par pitié, non. Les forces de l'ordre doivent disposer de davantage de moyens. Ah bah oui, il faut plus de moyens pour les forces de l'ordre. Oui, oui, oui. Moyens ne veut pas dire armes, hein. Pas forcément en tout cas. Mais oui, il faut beaucoup plus de moyens, oui. Et la dernière question que je n'allégerai pas donc, il faut davantage de surveillance vidéo dans les espaces publics? Non, mais ça fait complètement partie du programme de l'UGV qui va même, je sais plus comment on l'a formulé parce que pareil, ça faisait crisser des dents et cetera. C'était concrètement, c'est une suppression de toutes les caméras de surveillance, hein, mais on démantèlement progressif, raisonné, je ne sais quoi, oui, allez, démantèlement raisonné, un coup de boulon, une fois, un coup de boulon, une deuxième fois, on passe toutes les semaines. Bon, je me moque de mes semblables, mais c'est parce qu'évidemment, on n'est pas toujours d'accord, c'est le but d'une union et en plus, moi, je suis pas dans aucun parti, quand même pas dire: «Putain de LFistes, putain de communistes, putain d'anticapitalistes, ils nous saoulent». Moi, les gars, je suis sans étiquette. Je m'en débrouille très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, ce fut une vidéo d'1 h 51 tout de même. C'est long. J'espère qu'elle vous a plu si vous l'avez regardé jusque-là. J'espère que ça vous a permis à nouveau d'engranger un débat, des réflexions pour vous et qu'on pourra en discuter en commentaire. Je vais pas refaire l'outro du Politiscales, mais c'est la même chose. Je ne me reconfronterai plus à ce genre de test avant un bon moment, tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais ça peut être intéressant d'en faire d'autres pour voir mon évolution politique. En revanche, je pense que c'est le genre de choses qui sont intéressantes à refaire dans 5 ans, hein, pas l'année prochaine ou dans 2 semaines et une dernière chose que je voulais dire aussi, c'était oui, à un moment j'ai dit: «Va te faire enculer», j'ai dit ensuite: «Non, va te faire foutre». Je le dis maintenant, je m'excuse d'avoir dit: «Va te faire enculer», parce que, j'ai cette, tendance, d'associer des mots comme, connard, putain, et cetera, à juste une expression d'un sentiment, en oubliant complètement la définition qu'il y a derrière, sauf qu'en l'occurrence, pour ceux qui sont touchés, la définition qu'il y a derrière, elle a un sens. Et moi, mon but, c'est pas de toucher un négatif des gens il y a une chose, d'utiliser des mots dépourvus dépourvus de toucher une minorité ou qu'on appelle ça? Pas une minorité, une catégorie de personnes qui pourraient être touchées par ça, parce que c'est dans un cercle privé qu'absolument personne va être touché par ça, que de le dire en public et de l'assumer en mode: «Non, mais me faites pas chier». Non, en vrai, je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça et c'est des choses auxquelles il faut que je fasse attention parce que tout comme putain, en fait, ramène à la pute finalement, tout comme d'autres gros mots et d'autres insultes ramènent à des choses qui sont finalement assez péjoratives pour des personnes en particulier qui sont toujours membres aujourd'hui de notre société et qui doivent le rester. Il n'y a pas de raison d'utiliser ça quand en plus on est une personnalité entre guillemets publique et qu'on est dans une expression publique parce que bah aujourd'hui je me livre à vous publiquement. Voilà, donc désolé pour ça. On se retrouvera bientôt.
Il y a des choses qui vont, continuer à s'engendrer dans les semaines à venir, enfin à s'engendrer et voilà. Moi, je suis toujours en ébullition, toujours la même énergie, toujours la même foi. Je regrette, un petit peu, heu, parfois souvent, d'être, dans tout un tas d'actions et tout un tas d'idées et de souvent, ne pas être hyper accompagné dans la réalisation de ces idées, mais on reste quand même une équipe qui s'entend et on reste aussi une équipe qui, peut travailler ensemble quand c'est vraiment nécessaire, donc c'est pas la fin du monde. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, que ce soit un militant de l'UGV ou quelqu'un d'autre, si vous voulez rejoindre l'Union des gauches et si vous voulez, qu'on se mette à travailler ensemble avec moi ou au sein de l'Union, il y a pas de problème. Moi, je ne demande qu'à ça. Voilà, enfin que ça. Bonne fin de ce que vous faites actuellement, fin de nuit, fin de soirée, fin de journée, fin de matin, mais bonne fin en tout cas à vous, ou bon début plutôt et puis, prenez soin de vous et on se retrouvera une prochaine fois. Voilà, salut tout le monde!